J'ai commencé la Gemara qui déchire. Donc la Gemara dit normalement, on est Kavdalet Amoudvet dans la dernière ligne. En fait, Sacha, la semaine dernière, il avait déjà lu la Souga, les deux lignes de Gemara qui a sur l'esclave qui a un doigt en plus, et que le maître, il aurait finalement donc cassé ce doigt-là. Est-ce que l'esclave, il sort en libération ou pas? S'il est libéré ou pas? Et la Gemara dit que oui, si jamais, en fait, on pouvait le compter avec les autres doigts de la main. C'est ça ce qu'elle avait dit. Et bon, voilà, ça, c'était les deux points. Je sais pas, voilà, je sais pas grand-chose à dire sur ça. Ça veut dire, j'ai pas envie de rentrer tellement dedans, mais voilà quoi, a priori, d'accord, tu vois, ça veut dire, on va avancer, on avance dans la Gemara d'après, donc on est d'Afkafé à Moudalev, et on est dans une souga un peu étrange, mais qui est facile, et voilà, qui après va nous arriver à la prochaine Mishnah, où là, dans la prochaine Mishnah, ça va commencer vraiment les choses sérieuses, les trucs compliqués sur les kinyanim et tout ça, on va vraiment rentrer dans très, très, très compliqué, mais bon, on a du temps avant d'y arriver. Et voilà. Et après ça, on aura des suggets super sympas, tous ces machins-là, très sympathiques. Donc, en tout cas, pour l'instant, en tout cas, on a une Sugia qui va parler, en fait, je dis déjà à l'oral, c'est quoi le sujet de la Sugia, même si je ne peux pas une très grosse introduction, c'est simple, c'est de savoir le sujet. Le sujet, ça va être ça, c'est si jamais, donc, le maître, si jamais il détruit un des membres de l'esclave, il faut que ça soit un membre visible et fonctionnel. On avait vu que c'est ce qu'on apprenait du Klaluprat, ou quelle que soit la règle d'interprétation qu'on utilisait, qu'on apprend de la dent et de l'œil, puisque les deux exemples qui sont marqués dans la Torah, c'est le Shen Va'in, c'est le dent et l'œil. Dans tous les cas de ces deux exemples-là, on apprenait qu'il fallait que ce soit un membre visible, un défaut visible, et sur un membre qui est fonctionnel. Ça veut dire que si le membre ne sert pas à grand-chose, alors l'esclave n'est pas libéré. Par exemple, il lui donne un coup de poing dans la joue, par exemple, et que, par exemple, voilà, que ça ne sert à rien, ça veut dire il peut démoitier, ça veut dire qu'il y a une déformation du visage, ça ne serait pas considéré comme quelque chose qui permettrait à l'esclave de se libérer. Donc, il faut que ce soit un membre fonctionnel et visible. Et donc, l'agma, finalement, en fait, on va voir que, bon, bref, tu vois, ça veut dire, on va voir, l'agma, elle va finalement lister les endroits où, en fait, où l'esclave est libéré, si jamais on lui fait un défaut dans ces membres-là. Mais ici, l'agma demander, en fait, voilà, c'est si jamais le maître, en fait, il a castré l'esclave, mais pas en lui sectionnant, tu vois, le membre, mais simplement ça veut dire en coupant les testicules, ça veut dire les testicules dans les bourses. Ça veut dire que les testicules, elles restent en fait attachées dans les bourses. Donc, en fait, extérieurement, il n'y a rien de visible, en fait, mais en fait, elles ne fonctionnent plus parce que le type, il lui a sectionné où il y a à l'intérieur quoi les testicules, donc il ne veut plus avoir d'enfant, mais à l'extérieur rien n'est visible. Donc la question est de savoir en fait est-ce que dans cette action-là l'esclave est libéré ou pas. Ça va être ça la question. Donc c'est une souga un peu bizarre. Donc voilà, c'est ça le sujet ça va être ça le sujet de la souga. Et bon voilà, et ça commence. Donc c'est une souga un peu étrange hein, honnêtement, mais voilà. Donc je commence et je lis la Gemara. Donc ça commence déjà d'une manière un peu étrange avec dans la deuxième ligne de la page 25a, Sabé des Nazounia. Ça veut dire l'eau à tous les pirkei de Rav. Donc ça commence par une anecdote bizarre. Traduction des mots, c'est Sabé des Nazounia, c'est-à-dire les anciens ou les grands-pères des Nazounia. Rashi dit Nazounia, il dit Shem Makom, ça veut dire que c'est un endroit, ça veut dire c'est Stam une ville. L'eau à tous les pirkei de Rav, ils ne sont pas allés, l'eau à tous, ils ne sont pas allés, les pirkei, ça veut dire au cours de Rav. Donc Rav, a priori, il donnait un cours. Est-ce que c'est un Nazounia ou peu importe, en tous les cas, ils ne sont pas allés dans le cours que Rav a donné. Amar le Rav Nuna, donc Rav il a dit à Rav Nuna, qui est son élève, Zi San'inu, ça veut dire Zi, donc il a dit Amar le Rav Nuna, donc il a dit, pardon, Amar le Rav Nuna, donc il a dit à Rav Nuna, j'espère que vous êtes avec moi, c'est bon, vous suivez? Ouais. Zil Saneinu, ça veut dire va, Saneinu, ça veut dire, traduction du mot Saneinu, qui est la Sanoua, ça veut dire cache-les. Et dans le sens où Hachi veut dire, ça veut dire dis-leur qu'ils doivent rester à la maison en punition pour le fait qu'ils n'ont pas assisté au cours de la Frisda. Dans le sens où Hachi veut dire que ça veut dire de les mettre même en kherem, tu vois, un truc comme ça, ou dans une sorte de kherem, de nidoui, c'est un truc moins grave qu'un kherem, mais nidoui, ça veut dire en fait on te compte plus dans un canne, je ne dois plus aller à la chou, je ne dois plus faire d'apparition publique, des choses comme ça.
Donc, bon, la question déjà, c'est bizarre, c'est, tu vois, parce que quoi, ils sont pas arrivés au shiur de Rav Frisda, alors à cause de ça, ils doivent aller en Nidouille. Alors, ça veut dire pourquoi, si tu vois, c'est comme si vous venez pas au cours et moi je dis, allez hop, vous allez être en Nidouille. Tu vois, mais ça veut dire, alors, tu vois, alors, c'est sûr, alors c'est une grosse question, tu vois, ça veut dire, c'est clair, en fait, la réponse à cette question, a priori, c'est qu'en fait, on ne raconte pas toute l'histoire. Ça veut dire qu'a priori, pour les lecteurs de la Gemara à l'époque, cette histoire, il devait avoir un sens politique à cette histoire-là. Ça veut dire que quand Rafrizda il a donné le cours, c'était pas sûrement un cours simple pour expliquer, je sais pas, c'est quoi la gématria de l'Echlecha ou un truc comme ça. Il y avait avoir un impact politique, ça veut dire par rapport à l'organisation de la communauté, et que ces rabbinim-là, en venant pas au shiur, ils montraient une sorte d'opposition, quelque chose comme ça. Et pour le lecteur de la Gemara sûrement parce qu'elle voulait, à cause du kavod des rabbinim qui sont pas venus, elle a pas voulu, elle a tué les noms, elle a pas voulu dire qu'est-ce que c'était l'histoire ni qu'est-ce que c'était, mais que voilà, que ça voulait dire que ceux qui savent, ils comprennent. Tu vois, a priori, a priori, c'est ça l'histoire. A priori, c'est comme si ça fait allusion à un passage, à une histoire politique que la Torah, que la Gemara n'a pas voulu, elle a voulu donner une allusion à ça sans dire ce que c'était vraiment. Pour C'est pas que les ceux fils de Rav qui ont fait Yotse, Nirnasiaim, Yotzesat, c'est pas eux? Je sais pas, Non. je sais pas, tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, le commentateur, il demande, tu vois, c'est-à-dire, tout ce que je me dis, tu vois, c'est ce que Rachid dit, tu vois, Rachid dit, on peut regarder Rachid, c'est Rachid fait deux lignes, tu vois, c'est au début, il dit, c'est Rachid est dans la deuxième ligne, il dit, Sabé des Nazounia, les grands-pères de Nazounia, Shem Makom, c'est le nom d'un endroit, et il dit, Ziltsan Inu, ça veut dire, va et dis-leur de se cacher, ça veut dire de Tsaninu, de rester Tsanoua, donc de se cacher, et mort Alehem, dis-leur, donc je suis en deuxième ligne de Rashi, et mort Alehem, dis-leur, les Sager, de rester enfermés, Vélichev Babaït, et de rester dans leur maison. Vézé la chaîne Nidouille, et ça c'est un langage de Nidouille, ça veut dire Nidouille, c'est une sorte d'excommunication, mais pas vraiment, c'est moins grave qu'un Kherem, mais c'est quand même que tu ne peux pas être compté dans un minyan, etc., que tu es quand même, tu vois, ça veut dire mis au banc de la société pour une durée déterminée, hein, c'est pas à vie, mais c'est pour une durée déterminée. Comme Euh, Rabbi Eliezer, non, c'est ça, ou pas du tout? mais ça, c'est plus grave, hein, on a l'impression, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, bon, les lois du Nidou, il y a les lois du Kherem, elles sont, c'est des halachot à part entière, tu vois ce que je veux Ok, dire, ok. qui sont dans des massacres, je ne suis pas rentré là-dedans, mais tu vois, un Nidou, c'est quand même grave, c'est-à-dire, Nidou, voilà, c'est quand, ça veut dire que, voilà, tu exclus de la communauté pour un certain temps, voilà, tu vois, ça veut dire, et donc, tu peux pas, voilà, grosso modo, tu veux participer à un minyan, tu veux participer, c'est ce qu'il dit, de rester dans la maison, ça veut dire, l'idée, c'est de participer à rien de ce qui est public, des choses comme ça. Et si jamais, par exemple, si jamais, je pense que si quelqu'un il est bénidouille, je pense que si jamais quelqu'un il meurt bénidouille, on lui donne à son enterrement, on lui jette des pierres sur son cercueil, des trucs comme ça, quoi. C'est pas aïe aïe, quoi. C'est, ouais, c'est grave, c'est moins grave qu'un harem, ou un harem, je pense que c'est plus dur, tu vois, mais c'est quelque chose dans le goût là, c'est très proche, tu vois, c'est très proche. Donc c'est très grave, tu vois, d'être mis bénidouille. Tu vois, à l'époque, tu vois, d'abord, là, tu vois, c'est grave. C'est pour ça, tu vois, ça veut dire normalement, ça n'a pas de sens que le type soit mis bénidouille parce qu'il a raté un cours de Torah, tu vois. Ça veut dire, si moi je devais mettre bénidouille, tous les types qui n'étaient pas au cours, qui avaient 10 minutes de retard, je pense que Violent. moi Non, j'étais mon à c'est beaucoup de ça. monde. Tu Donc, vois, mais c'est nul. donc, ah oui, oui, je veux te dire, normalement, tu vas pas mettre quelqu'un bénidouille parce qu'il n'est pas venu à un cours, tu vois. Et en Russie, la truc de la prise c'est parce qu'ils ne sont pas venus au cours. Donc, c'est pour ça que c'est étrange, tu vois. Donc, a priori, ce cours, moi, à mon avis, il devait avoir, ça veut dire, il fait référence à quelque chose. C'est pas simplement un cours de Torah comme ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est la chaîne Nidou, il est Tamid Chacham, tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est un langage, je reprends Rachid, tu vois, qui dit que c'est un langage de Nidou, il prend Tamid Chacham, que derrière le Moed Katan, comme on dit en Moed Katan, elle est mort, de lui dire que quand c'est un Tamid Chacham, tu ne peux pas lui dire, même quand tu vas le mettre Benidouille. Donc, toutes les lois de Nidouille sont dans le Moed Katan, dans le troisième chapitre. Il lui dit que tu ne dois pas lui dire, tu vas lui dire der kavod. Ça veut dire, tu ne dois pas lui dire tu es excommunié ou tu es exclu, mais tu dois lui dire, il faut lui dire der kavod. Il est marqué Isager Vesha Vevetecha, ça c'est Rachim, a priori la lecture normale c'est Ikaved, ça veut dire sois honoré et reste dans ta maison. Ça veut dire, voilà, ça veut dire ne te montre pas, etc. Voilà. Devait y avoir une sorte de, tu vois, devait y avoir Le protocole. voilà, mais il devait y avoir une autre histoire. C'est-à-dire, c'est pas, a priori, c'est pas possible qu'ils ont été mis bénédouilles que parce qu'en fait, ils sont pas venus au jour de Torah.
c'est pas, tu mets pas bénédouille quelqu'un parce qu'il vient pas à un cours de Torah. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, c'est pour ça, il y en a qui discutent sur Rashi, tu vois, des Rishonim, le Maharit et tout ça, il dit que c'était pas ça, ce que ça voulait dire, simplement, ça veut dire qu'il y en a qui veulent dire que, il a simplement dit, tu vois, c'était pas un nidouille, c'est pour ça qu'ils expliquent, parce que c'est vrai que dans le langage de l'Agmara, il n'y a rien qui dit que c'est vraiment un nidouille. Il y a marqué Zil Tzanaïnu, ça veut dire va voir dans leur cachette. Donc, tu vois, ça peut vouloir dire simplement, tu vois, en fait, s'il y avait pas Rachid, tu pourrais expliquer, c'est-à-dire, va voir comment ils vont. Tu vois, c'est comme si jamais, tu vois, en fait, il y a quelqu'un qui fait un cours de Torah, il y a des gens qui ont l'habitude de venir, et tu ne sont pas venus. Donc, il dit à son élève, à Rav Hamnouna, d'aller voir comment est-ce qu'ils vont, tu vois, est-ce qu'ils sont malades ou un truc comme ça. Ça peut vouloir dire ça. Tanaïnou, c'est un langage très bizarre. Tanaïnou, c'est Milachon Sanoua. Ça veut dire, tu vois, donc Rachid explique Sanoua, ça veut dire qu'eux, ils doivent rester cachés dans leur maison. Mais c'est pas clair que ça veut dire ça. Tu vois, Tanaïnou, ça peut vouloir dire aussi, va voir qu'est-ce qui se passe dans leur intimité, tu vois. On va prendre de leurs nouvelles. Tu vois, il y en a qui expliquent comme ça. Mais en tout cas, selon l'explication de Rachid qui dit que c'était Bénidouille, c'est pas clair du tout pourquoi les a mis Bénidouille. Tu ne fais pas quelqu'un Bénidouille parce qu'en fait, il n'y a pas un cours de Torah. Et donc, a priori, c'est parce qu'il y a une allusion à une autre histoire qui est derrière et qu'on ne sait pas exactement c'est quoi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Nesounia? Il faudrait déjà savoir où est-ce qu'elle est cette ville de Nesounia. Est-ce qu'il y avait un enjeu politique là-bas à ce moment-là? C'est possible. Bref, tu vois. Donc, en tous les cas, ils disent il Sanéinou. Donc, selon Rachid, c'est qu'ils devaient être mis Becherem parce qu'ils n'ont pas assisté au cours. Azal, donc, en tous les cas, l'élève de Rafrita, qui est Rav Hamnouna, il est parti les voir. Amar Leroux, il leur a dit Maïta Ama, Loato, Abanan, le Tirka. Donc là, j'ai compris la Gemara. Je suis donc quatrième ligne de la Gemara. Je prends Azal, il est parti. Amar Leroux, il leur a dit, donc Rav Hamnouna, il a dit au Sabé de Nizounia, ça veut dire au grand-père de Nizounia, Maïtama, pour quelle raison Loatou ne sont pas venus Rabbanan, les maîtres des Pirka au cours? Pirka, ça veut dire Pirek, ça veut dire l'enseignement. Le Pirka, c'est le chapitre, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, voilà, comme ils faisaient un chapitre par jour, pas comme nous qu'on fait 5 lignes par jour. Donc ça veut dire que ça fait un shiur, ça fait un chapitre. Ça veut dire qu'ils sont pas venus au shiur. Amarlé, donc Amoulé, donc ils lui ont répondu Amainité, pourquoi est-ce que tu veux qu'on y aille? Des Bainan Mine Milta, c'est parce qu'on lui demande de lui, ça veut dire à Frisda des questions, Milta, des Bainan, on lui demande Mine de lui Milta des choses. Vélo Pachatlan. Vélo Pachatlan, ça veut dire Vélo Pachatlan, et il ne savait pas nous répondre. Vélo Pachatlan, il ne nous répondait pas. Et donc, ça veut dire à quoi ça veut dire qu'on a dans un cours, quand on pose des questions, le Rav, il est pas capable de répondre. Ok, c'est donc, ok. Alors, donc Amar Léou, donc c'est très bizarre, la discussion est très bizarre, et comme je vous dis, c'est une anecdote bizarre. Amar Léou, donc il a répondu à Vamnouna, Midbaitu Minai, est-ce que vous m'avez demandé à moi, Midé, quelque chose, Velo Pashit Naveku, et que je ne vous ai pas répondu? Alors, ça veut dire, ok, mais alors quel rapport, tu vois, puisque c'est Rafrizda, ce n'est pas dans son cours à lui qui devait aller, c'est dans le cours de Rafrizda. Alors, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut rien dire, tu vois, ça veut dire, tout ça c'est compliqué, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tu vois, alors c'est pour ça que dans les Mefarshim, dans certains Mefarshim, ils expliquent comme ça, ils expliquent que l'idée, c'est pas que, en fait, les Sabé des Nizounia, quand ils posaient des questions à Rav Frizda, ils ne savaient pas quoi répondre. Et que Rav Hamnouna, qui est l'élève de Rav Frizda, il vient et dit oui, mais moi, je peux vous répondre à toutes vos questions. Parce que si c'était vrai, tu vois, ça veut dire d'abord, tu vois, ça veut dire le dialogue, il fait pas sens, encore une fois, puisque Rav Hamnouna, c'était pas son cours à lui, tu vois, donc qu'est-ce que ça va, déjà, ça manque de respect de la part de Rav Hamnouna de dire oui, c'est-à-dire son Rav, il ne peut pas répondre aux questions, mais moi, je peux répondre, donc posez-moi les questions. Et en plus, tu vois, c'est aussi off parce que ça veut dire, je ne sais pas si Sacha il a pris le café ou pas encore, je sais pas, il a dit qu'il avait mis l'eau à chauffer, mais je sais pas si... Non, je l'ai. Ouais, c'est ça, je vais essayer d'aller plus vite sur les anecdotes et d'aller de moins sur les anecdotes, mais ça veut dire que ça veut dire voilà, donc ça veut dire que voilà, ça ne fait pas sens que Rav Hamnouna, qui est l'élève, il dit ouais, peut-être que Rav Frizda ne peut pas répondre, mais moi je peux répondre, et ça manque de respect pour son Rav. En plus de ça, ça change rien dans la discussion, c'est-à-dire c'était pas son cours à lui qui sont pas allés voir, c'était le cours de Rav Frizda. Donc s'ils disent ouais, on n'a pas été parce que Rav Frizda lui pose des questions, il ne sait pas quoi répondre, tu vois, qu'est-ce qu'il lui dit? Oui, mais vous me demandez à moi je peux vous répondre. Ça veut dire ok, mais c'est pas ça le problème, c'est pas toi qui as fait le cours. Et donc, tu vois, mais donc, ça veut dire l'idée, alors c'est pour ça qu'il y en a qui expliquent, et ça, c'est make sense, tu vois, ça veut dire, je pense que c'est dans le Ben Yoyada qui explique ça, c'est que, et ça peut avoir un sens par la suite, à mon avis, dans la suite de la Gemara, c'est que, en fait, l'idée, c'est comme ça, c'est, à l'époque de la Gemara, ça, c'est connu que c'était comme ça, c'est que le Rav, ça veut dire, par exemple, Rav Frizda,
disons que celui qui faisait le shiur, quand il y avait un shiur en public, le Rav, en fait, il faisait pas le cours lui-même. Ça veut dire, en fait, il donnait les idées, le sujet du cours, et il disait, voilà, toi, tu dois pas, il disait simplement, voilà, il faut parler sur ça, 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 et sur tel et tel halakha, et sur tel et tel sujet. Et ça, c'était le Rav qui disait ça. Et il y avait celui qu'on appelait le Amora, que ce qu'on a après par le langage de l'Amoraïm, c'est devenu les auteurs de l'Agmara, mais en réalité, le Amora dans l'Agmara, c'est celui, en fait, qui disait le cours en public vraiment, dans la présence du Rav, et qui développait ce que le Rav, il avait dit. Tu vois, c'était comme ça que ça se passait à l'époque. C'était parce que, parce que d'abord, tu vois, ça veut dire, c'était c'était du respect pour le Rav, tu vois, ça veut dire, et c'était aussi c'était une hiérarchie. Et voilà quoi. Et en fait, mais c'était ça l'histoire. C'est donc, en fait, a priori, Rav Hamnouna, c'était le Amora de Rav Chizda. C'est-à-dire que Rav Chizda, il donnait le shiur. Et en fait, tu vois, simplement en donnant simplement, comme on dit, les têtes de chapitre. Et Rav Hamnouna, que lui, il avait préparé le shiur avec Rav Chizda. Ça veut dire que c'était pas de l'impro, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, mais il savait, tu vois, qu'est-ce que c'est Rav Chizda, c'était Rav Hamnouna qui donnait le cours, tu vois, et qui expliquait plus les questions, qui expliquait plus le sujet, qui faisait le sujet en réalité, quoi. Et Rav Chizda, il restait simplement, il assurait la présence. C'était comme ça, en tous les cas, que les cours de Gemara, ils se passaient à l'époque. Ça veut dire, pas tous les cours de Gemara, mais les cours, en tous les cas, en public. Puisque ici, on te parle de Pirka. Pirka, c'est un certain type de cours qui était public, qui était fait pour tout le monde, et qui était fait où tout le monde devait assister. C'était, tu vois, qui avait lieu normalement 3 fois par an. Ça veut dire, le type de cours dont il est question ici, quand on parle de Pirka, c'était des cours qui étaient faits avant les fêtes. Il y avait un Pirka. Voilà, il y avait un Pirka avant Pessah, un Pirka, j'ai oublié, avant Rosh Hashanah ou avant Yom Kippour, j'ai oublié. Il y avait un autre, je ne sais plus quand. Il y avait 3 Pirka. Je sais qu'il y avait 3 Pirka dans l'année, pas plus, et tout le monde devait assister. Donc c'est sûr que c'était un axe politique de ne pas assister, tu vois, surtout quand toi tu étais un des raves de la ville, tu vois, imagine. C'est-à-dire que c'était fait en plus, tu vois, en public, donc ça veut dire que le rave, grosso modo, tu vois, c'est comme si, tu vois, il y avait le shiur tous les jours, tu vois, le shiur à la yeshiva, c'est pas de ça qu'on parle, tu vois, c'est pas le shiur de la yeshiva, ici on parle. Le shiur de la yeshiva, c'était le rav qui donnait le shiur lui-même, et en fait, Dafka, et le Tana, et ça se passait d'une manière complètement opposée, où il y avait un Tana. Le Tana, c'est celui qui lisait les Mishnayot, parce que la Torah était bien alpée, donc il fallait n'avoir aucun écrit, comme je vous ai dit que Rashi, tout ça, etc., il a écrit tout de mémoire, qu'il n'y avait rien qui était écrit, rien du tout, donc il n'y avait pas de bibliothèque il n'y avait pas de bibliothèque, rien. Donc, les bibliothèques, c'était des personnes qui apprenaient par cœur. Et que leur travail, c'était de répéter, tu vois. Donc, il y avait les Tanaïm, ça veut dire dans la yeshiva, comment ça se passe, ça n'a plus aucun rapport avec ce qu'on étudie maintenant, mais moi, je ne sais pas pourquoi je suis passé sans discrétion. Intéressant. Ça veut dire que, mais ça explique pour moi comment c'est, quand on dit Tana, Tana, Kameh, vous avez plus facile l'expression. Et le Tana, il a enseigné. On va la voir même plus tard dans la Gemara si on y arrive, tu vois, aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que le Tana, les Tanaïm, c'était ce qu'ils ont appelé Tanaïm par abus de langage. C'est-à-dire, Tanaïm, aujourd'hui, on dit c'est les auteurs de la Mishnah, et les Amoraïm, c'est les auteurs de la Gemara. Ça, c'est quand tu parles en général, quand tu vas, tu vois, ça veut dire quand tu parles avec des gens dans la rue, c'est comme ça que c'est un abus de langage. Ça veut dire c'est comme ça que c'est une convention, on va dire, c'est comme ça que ça se dit aujourd'hui. Et maintenant, dans la Gemara elle-même, tu vois, il y a le Tana, puisqu'on dit Tan et Tana, et le Tana, il a enseigné. Et il y a les Amoraïm, tu vois, on dit, voilà, par exemple, que Rav Hamnouna, on va dire c'est le Amora de Rav Chizda. Et donc, c'est 2 choses différentes. C'est-à-dire, l'idée, c'est que dans le cours de la Yeshiva, normalement, le Tana, c'était ceux qui apprenaient des Mishnayot par cœur. Et que c'était ça leur job. Ça veut dire, pour eux, c'était d'apprendre par cœur des Mishnayot, qu'ils avaient appris eux-mêmes de leur Rav, ou bien parce qu'ils avaient, eux, des écrits qui devaient rester cachés. Mais souvent, c'était parce qu'en fait, ça veut dire, en général, c'était simplement transmis oralement. Donc, ça veut dire, ils écoutaient, tu vois, des centaines de fois un Tana qui racontait la Masechet par cœur, et eux, ils devaient écouter et répéter, écouter, répéter, écouter, répéter. Et eux, ils devenaient eux-mêmes Tana sur cette Masechet, tu vois, par exemple. Et ensuite, tu vois, donc ils allaient, et c'était pas encore l'étude de la yeshiva. Ça s'appelait simplement, tu vois, rien du tout, quoi. Ça s'appelait, c'était un travail préparatoire que les élèves, ils devaient faire avant d'aller à la yeshiva. Et donc, ça, les élèves ou le Tana? Les élèves alors, pour expliquer, tu vois, ça veut dire que le Tana. Ça veut dire, voilà, c'est les élèves Tana, parce qu'en fait, dans la Gemara, tu vois, contrairement à, c'est pour ça que c'est un peu misleading, mais ça veut dire que le Tana, dans la Gemara, le Tana, quand il est mentionné dans la Gemara, ici, quand on va avoir Tana, ou etc., en fait, lui, il n'est pas censé donner son avis, pas toujours en tous les cas. Il est considéré comme un élève ou même comme en dessous des élèves. Et lui, en fait, tu vois, parce que c'est le premier niveau de l'étude, c'est que tu apprends à être un Tana. Ça veut dire la première étude, c'est que tu apprends par cœur.
et tu dois tout connaître par cœur. En tous les cas, les traités que tu dois, ce que tu vas étudier à la yeshiva, avant de mettre le pied dans la yeshiva, tu devais le connaître par cœur et l'avoir appris chez un autre Tana. Et voilà. Et ça, tu devais être, tu vois, ça veut dire tu devais faire, tu devenais proficient là-dedans, tu devais le connaître par cœur. Et toi, ensuite, tu allais à la yeshiva. Et tu devenais Tana toi-même. C'est-à-dire, Tana, ça veut dire 2 de l'intelligence. Ça veut dire, mais ton travail à toi, c'était que de répéter des missions. Il disait, voilà, aujourd'hui, on va étudier Masakat Kiddushin Perek Aleph. Et tu vois, prends un Tana, ça veut dire le plus nul, tu vois. Ça veut dire, tu viens d'arriver, quoi. Et petit troupion, ça veut dire, tu vois, c'est comme dans la salle de la deuxième classe et tout ça, quoi. Le mec qui vient d'arriver. Et donc, lui, il doit répéter, il doit dire, voilà, ça c'est Perek Aleph, Kiddushin Perek Aleph, et il y va. Ta, 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 ta. Et tu vois, et le Rav, tu vois, ça veut dire à ce moment-là, quand il arrête, et lui dit, par exemple, ici je pense qu'il y a une erreur, ou bien même s'il n'a pas d'erreur, il lui dit, mais comment cette Mishnah elle peut dire ça, puisque ta 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 ta. Et là, ça commence la discussion entre le Rav et les élèves, et ça, c'est la discussion de la Gemara, si tu veux. Bon, c'est comme ça que c'est comme ça que ça fonctionnait un cours normal, si tu veux, le système, tu vois, de l'étude dans la Gemara, c'est voilà, quand la Gemara elle était écrite à l'époque de la Gemara. Ça, c'était les cours de. Il y avait combien de personnes? Ça, je peux pas te dire, je sais pas te dire, je peux pas te dire. C'était intime ou c'était Befaressia? Comment? C'était intime quand même, ou non? Ouais, c'est ça. Il y avait pas, on n'a pas l'impression, je peux pas te dire combien il y avait, mais on n'a pas l'impression, tu vois bien que les discussions, il n'y a pas beaucoup d'intervenants. Et en général, tu vois, c'est à le Tana et 2 ou 3 rabbanim, tu vois. Ça veut dire le Rav et ses 2 élèves, tu vois, qui écoutent le Tana et qui analysent. Quand tu vois, des fois, il y a un 4e, des fois, il y a 5. Mais tu vois jamais que ça monte tellement au-dessus de ça, tu vois. Bien, tu vois, en général, tu vois, c'est vrai, comme tu dis, c'est assez intime. C'est là, on voit un truc comme ça. Et ça, c'était comme ça se passait à la yeshiva tous les jours, quoi. Et après ça, tu vois, mais par contre, il y avait les pires cas, que le pire cas, c'est les questions aujourd'hui, où le Rav, tu vois, il devait aller enseigner la Torah à tout le monde, tu vois. Donc, en général, tu vois, ça veut dire qu'il devait faire une dracha et en même temps, de dire des halachot, que ce soit la halachot de Pessah, que ce soit la halachot de Yom Kippur, la halachot de Souka, la halachot de tout ça. Mais ça, c'était en public et tout le monde devait venir. Et donc, les rabbanim, tu vois, sûrement, les sabés des Nezounia, ça devait être les rabbanim. Et donc, ces rabbanim, quand ils faisaient le pire cas, ça veut dire que c'était, tu vois, ils étaient envoyés plus ou moins en shtichout pour aller faire le pire cas. C'est-à-dire que quand Rav Chizda, il ne devait pas habiter à Nezounia, mais sûrement, les rabbanim, tu vois, ça veut dire, parce qu'avec ça, il y avait une hiérarchie du Resh Galuta, du Rosh, de tous les rabbanim de Babel. Et il disait, OK, toi, Rav Chizda, tu vas aller à Nezounia cette année pour aller faire le pire cas de Pessah, tu vois. Et donc, tu vois, donc je pense qu'Afrida, il avait déjà été super vexé que quand il a fait là-bas son chiot, les rabbinim de la ville, ils ne sont pas venus, tu vois. Donc, c'est sûrement ça l'histoire, tu vois ce que je veux dire. C'était donc sûrement pour ça que c'était, tu vois, comme un acte politique de rébellion par rapport au Resh Galuta, ça veut dire au directeur de l'exil qui devait, tu vois, normalement, tu vois, officier. Un truc comme ça. Mais bon, en tout cas, mais explique-moi pourquoi. Donc, pour revenir à la question, c'est comment est-ce que Rav Hamnouna, qui était le Hamora de Rav Chizda, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il leur dit? Oui, mais vous m'avez jamais posé les questions à moi et je peux vous répondre. Donc, comme je vous dis, c'est un manque de respect pour le Rav et ça ne répond pas à la question. Alors, tu vois, ce que les commentateurs ils expliquent, c'est comme ça, c'est que, en fait, le Rav, tu vois, ça veut dire Rav Chizda, c'est quand on posait des questions de Sheilot au Rav, tu vois, qui était envoyé, tu vois, par le Resh Galuta, par exemple, ici à un truc, lui, quand on lui pose des questions, lui, il devait dire simplement Moutar, Assour, Moutar, jamais donner plus d'explications. Parce que c'était déjà un manque de respect par rapport à lui de commencer à donner des explications. Et que ça veut dire que lui, en fait, tu vois, ça veut dire pour donner des explications à quelqu'un, ça veut dire déjà le considérer comme un Talmid Chacham, etc., etc. Et il semblerait que tu vois que quand les rabbanim, tu vois, de Nizounia, donc ils avaient assisté au cours, ils ont assisté à un cours avant, on va dire, disons qu'ils étaient venus au Pirka d'avant, j'en sais rien, de Shavuot, et ils avaient posé des questions, et à Frisda, en fait, quand il leur avait répondu, il leur avait dit Moutar Assour, tu vois, permis, interdit, tu vois, sans donner les raisons, sans donner des explications. Et donc, eux, ils avaient vu ça comme si, tu vois, ils les prenaient pour des nuls et que, en fait, tu vois, ça veut dire que, voilà, que eux, ils avaient été vexés, si tu veux, par un manque de respect. Et c'est pour ça que, en fait, parce que le job d'expliquer à celui qui voulait plus d'explications, si c'était pas, tu vois, un grand Talmid Chacham, tu vois, d'expliquer, ça revenait au Hamora. Ça veut dire que c'était le Hamora qui devait, en fait, si par exemple, les Sabé des Nizounia, ils avaient encore des questions après les réponses de Rav Chizda, c'était le Hamora qui devait faire le service après-vente, tu vois, et dire, ah oui, vous avez dit Moutar parce que ça, vous avez dit Assour parce que ça, tu vois. Et que c'était le Hamora qui devait expliquer, en fait, puisque c'était c'était son job, lui, si tu veux, de divulguer, tu vois, comment dire, d'expliquer
tu vois, d'expliciter la pensée du Rav qui était donnée d'une manière cryptique, tu comprends? Et c'est pour ça qu'il lui répond ça en disant, OK, même si Rav Frizda, donc c'est ça le sens de la Gemara, c'est comme ça, tu vois, ça veut dire, même si Rav Frizda, lui, quand vous lui posez les questions, il vous répondait pas, ou il vous répondait d'une manière cryptique, moi, je pouvais vous expliquer, tu vois, et c'était mon job. Donc, pourquoi vous n'êtes pas venu? Puisque c'est moi, en fait, qui était le Hamora, c'était moi, en fait, qui faisait le cours. En réalité, c'est Ramona qui faisait, en fait, le cours et qui avait le job de s'occuper des élèves ou de s'occuper poser des questions, tu vois. Mais eux, ils avaient vécu ça comme une insulte parce qu'en fait, si eux, ils étaient des Talmidei Chachamim, tu vois, ils devraient quand même avoir accès au Rav, tu vois. Ça veut dire, ils devraient quand même avoir accès au Rav, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Non, ouais, tu vois, c'est vrai, pas me chaîner, tu vois, ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est me chaîner. Donc, ok, donc ça, c'est un coup expliquer l'histoire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ouais, me chaîner. Et je peux tu pouvoir continuer les anecdotes. Moi, j'ai des histoires comme ça aussi, quand je teste la mode c'est comme ça veut dire. Moi, je m'appelle, comme moi, j'étais sûr, tu vois, il y avait Rav Davolando, tu vois, c'est lui qui vient tout maintenant en France, toujours ramasser de l'argent, tout ça, etc., qui est, les trucs, etc., mais ça veut dire, comme moi, je posais des questions dans le chiot, tu vois, il me répondait pas, tu vois. Et moi, j'étais super vexé parce que, tu vois, il répondait que à des personnes, tu vois, qui connaissaient, tout ça, etc., machin, blablabla. Et Stan, tu vois, ça veut dire. Ouais, non, c'était comme ça, c'était comme ça. Tu vois, mais tu vois, c'est pour ça, mais là-bas, il y avait aussi un Moshe Lalier, que lui, il était justement, il était plus, tu vois, truc, et que voilà, quoi. Il y avait les Méchivim, il y avait ses élèves, tu vois, même à Samothrace, c'était encore un peu comme ça à l'époque, tu vois, c'était encore un peu comme ça. Bref, tu vois, enchaîner, tu vois, C'est et marrant, c'est, j'ai lu juste hier, pour la là, j'étais à l'Yeshiva dont je vous parlais là, et je suis tombé sur un livre pour pouvoir suivre la, la, la paracha où il y avait le passage de Adam où il y a Ham, Shem et Yafet, et le passage de, euh, des tzitzit, quoi. Il disait il citait un commentaire de Rav Hirsch, je me demandais qui c'était, j'en ai jamais entendu parler, vous en parlez aujourd'hui. Il disait un non, mais commentaire de Rav Hirsch où il disait, je ne sais pas si c'est ce Rav Hirsch, où il disait c'est la plus grande, Rav Hirsch, il disait c'est la plus grande prophétie qu'il y a jamais eu de tous les temps. parce que eux, justement, c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est celui-là qui sûrement qui il parle. Shimshon Raphaël Hirsch, c'était un Ah, Rav qui était d'accord. en Allemagne et qui était, tu vois, qui a écrit plein de commentaires en allemand. Tous ces livres, ils ont été écrits à la base en allemand et ils ont été traduits Ah, ensuite en hébreu et tout ça, etc. Et c'est des livres de HKF, honnêtement, ils sont pas mal, ils sont vraiment pas mal. Ça veut dire, les Français, ils aiment bien, ça veut dire, enfin, j'en sais rien. c'était le Ça veut Stone. dire, C'était le quoi? Stone. Le Stone, ouais, dans le Stone, C'était ils vont se Chumash dire, Stone Edition. ils vont pas se dire à ma chaîne. Ouais. Chez tu peux avoir des vidéos de lui dans YouTube si tu veux. Ah ouais. C'est un rude, t'as dit, D'accord. c'est lui qui m'a dit d'aller à l'écoute, c'est lui qui m'a envoyé à l'écoute. Ah ouais, eh ben Ouais, c'est non, incroyable tu parce vois. que j'avais jamais entendu parler. Je me suis dit c'est qui celui-là? Et, enfin bref, Non, mais voilà, c'est c'est pas qui? le même, c'est Il pas le disait que même. c'était la plus. Ravière, il avait dit que c'était la plus grande prophétie de tous les temps que dire que les, les descendants de Ham seraient les esclaves d'Israël. Bref, donc c'est marrant que vous en parlez aujourd'hui. Mais c'est pas le même. Mais c'est pas le même. C'est pas le même, mais c'est son style à écrire des trucs comme ça, tu vois. Ah, C'est super, d'accord. toi, ça veut dire, les intellectuels, tu vois, lui, c'était un des rabbinim, tu vois, qui avait en Allemagne au moment où il y avait la Scala. Et donc, c'est pour ça, tu vois, en fait, que lui, donc, il était, mais lui, c'était un rabbin orthodoxe, tu vois, ça veut dire, et c'est le premier qu'en fait, même peut-être tu vois, le premier et le dernier, hein, ça veut dire, tu vois, qui a fait, si tu veux, quand il y a eu les enfants de Mendelssohn tu vois, qui sont convertis au christianisme et tout ça. Donc lui, en fait, si tu veux, il avait écrit un livre, il a écrit tout un commentaire sur tout le Tanakh pratiquement. Il a écrit un commentaire sur tout le Chumash et un commentaire sur les Télim qui est Ah, super connu. Un commentaire sur les Télim qui est traduit en anglais, que tout le monde, que même tu vois, ça veut dire, voilà, j'allais dire que même les Américains comprennent, ah tu vois. oui. Ouais, non, il y a plein de livres en anglais. C'est tout est traduit en anglais. Et le commentaire sur les Télim, il est pas mal. Le commentaire sur le Chumash, tout ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Ça veut dire parce que tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il utilise beaucoup, tu vois, la culture goy de son époque, tu vois, que c'est beaucoup Kant et beaucoup la sociologie, surtout la sociologie, pour expliquer la Torah, etc. Mais ça veut dire d'une manière vraiment orthodoxe, tu vois, et avec la Emouna et tout ça. Et c'est super beau, c'est super beau. Tu vois que c'est un sadique, tu vois, tu vois que c'est un sadique et c'est super intelligent aussi ce qu'il dit. Et c'est super clair aussi, tu vois, c'est pas, tu vois, c'est super allemand, tu vois, ça veut dire, c'est pas comme moi, que ça part dans tous les sens, et tu vois, c'est un truc, tu vois, complètement, tu vois, qui est très carré et tout ça. Donc les Américains, c'est pour ça que ça a été traduit en anglais et qu'après ça a été, si tu veux, et ça a une, en Amérique, ça veut dire un scroll et tout ça, ça veut dire ça a été très, voilà, ça veut dire ça a une postérité en Amérique, quoi. Mais si tu veux, pour donner à ta femme, tu vois, par exemple, elle va kiffer de lire Je vais le ça, tu chercher. vois. Ouais. Tu vois, il y a plein, il y a sur Ouais. Télim, il y a surtout, il y a plein. Bref, tu vois, Je vais le ça veut dire chercher. ça donne un peu plus de profondeur, quoi, Top, tu vois. excusez-moi pour la parenthèse. Ouais. Ouais, pardon, d'ailleurs. Mais bon, tu vois, mais il y aura un chalet. En tous les cas, donc, a Je vais priori, le tout faire. ça, parce que c'est la Gemara qui Top, fait une merci. parenthèse, Bonne c'est chaîne, une excusez-moi. anecdote.
à vous raconter cette histoire. Donc, je ne sais pas c'est quoi le sens de l'anecdote. Dans tous les cas, Rav Hamnouna, et puis il dit voilà, moi, vous auriez pu me demander à moi, et moi, je vous aurais répondu. On va dire, ce que je vous donnais comme explication, c'est le Ben Ish Chai qui dit ça, qui dit qu'a priori, ça veut dire que Rav Hamnouna, c'était le Amora de Rav Frisda, et c'est pour ça qu'il dit ça, en disant ok. Frisda, il ne répond pas à vos questions, mais moi, je suis payé, on va dire, pour répondre. Donc, j'aurais pu répondre, tu vois. Ok, donc il vous dit, ok, alors, il y a maintenant qui va vous poser une question, tu vois. C'est comme ouais. Il va survivre, je sais pas ce qui s'est passé. Vous m'entendez encore? Ouais, ça a coupé, ouais. Je sais, je pense que c'est revenu. Que ça marche. Je continue, j'espère que ça marche. Si ça ne marche pas, faites-moi un signe. Je peux essayer de. Attends, tu veux que j'essaie de. Si je change de connexion, j'ai peur que ça pire. Ouais, je le fais quand même. C'est une question. Ouais, dans tous les cas, c'est ce qu'il leur dit. Donc c'est le Ben Ish Chai, il explique comme ça. Il leur dit voilà, j'aurais pu me poser la question à moi et j'aurais répondu. Ok. Donc la Gemara, elle dit alors, je voulais poser une question. Baoumine, donc je reprends. Je suis dans la Gemara. Donc pour reprendre, je ne sais même pas où reprendre. Amoulé, bon, je reprends à partir de Amoulé. Je reprends à partir de 2, 4. 2, 4. 2, 4, cinquième ligne, 2 mots avant la fin de la ligne, Amoulé. Donc, ils lui ont répondu. Donc, ça, je reprends à partir de là. Amoulé, donc, ils lui ont dit, les anciens des Ounia, Amaï, Nité. Amaï, c'est pourquoi. Nité, on va venir. Et bien, voilà, donc, ça, vous avez la ligne. Ok, c'est la 6e ligne. Donc, la ligne commence par Amaï. Pourquoi Nité? Pourquoi est-ce qu'on va venir? Des Baïnan, parce qu'on lui a demandé Miné de lui. Milta, une chose, des choses, Velo Pachat, et il n'a pas répondu, là, Velo Pachat, là, il ne nous a pas répondu. Amar Lehu, donc Avamnouna, il leur a répondu, Mi Baitu, est-ce que vous avez demandé, Minaï de moi, Midi quelque chose, Velo Pachitna, et que je n'ai pas répondu, Lehu à vous. D'accord? Donc il leur a dit, moi, vous ne m'avez pas demandé à moi j'aurais pu vous répondre. Donc ils vont lui poser la question. Ils vont poser la question qu'on vous a dit, que je vous ai dit tout à l'heure, qui est le sujet de la Souga, de toute la page, enfin plus ou moins. Baoumine, donc ils lui ont demandé, Eved, un esclave, chez Sarso Rabo, que son maître, il lui a castré, et ça reste ou un saris, c'est un castrat, Sarso Rabo, que son maître l'a castré, Bebetsim, dans les testicules. Mahu, quelle est la halacha? Kemoum, est-ce que c'est comme un défaut chez Vegaloui, qui est dévoilé, Damé, puisqu'en fait, a priori, on voit, voilà, il ne peut plus avoir d'enfants, etc. Donc c'est quelque chose qui est dévoilé, on va dire quelque chose comme ça, Damé. O Dilma ou bien Olo, ou pas. Et donc, ça veut dire la question Rashi, on ne comprend pas vraiment la question. Rashi va expliquer, on va faire Rashi dans 2 secondes, mais en tous les cas, a priori, c'est parce qu'en fait, l'idée, c'est que d'une manière visible, si jamais le type il a été casqué dans les testicules, ça veut dire Rashi va dire comme les testicules, elles sont restées dans les bourses, donc en fait, à l'extérieur, on ne voit pas de problème. Donc, ça peut être considéré comme un défaut qui est invisible. Et donc, peut-être qu'il ne devrait pas être libéré si le maître il a fait ça. D'accord? Ça, c'est la question qu'il lui demande, les Sabé des Nézonia, à Rav Hamnouna. Évidemment, Rav Hamnouna ne lui sait pas quoi répondre. Donc, il dit Lo Hava Beyade. Lo Hava Beyade, c'est qu'il n'avait pas dans ses mains, donc il ne savait pas quoi répondre. Amroulo, ils lui ont dit Marc, ils lui ont dit c'est quoi ton nom? Amar Lehu, il leur a dit Hamnouna. Mon nom, c'est Hamnouna. Amoulé, ils lui ont répondu Lav Hamnouna. Ton nom, ça ne devrait pas être Hamnouna, mais Karnouna. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça, c'est pas la fin, c'est la fin du début de la truc, mais ça veut dire. Voilà, donc Rashi, on va voir Tosfot qui va dire que Hamnouna, ça veut dire. Parce que Hamnouna, Nouna, un poisson, hein? Nouna, c'est un poisson. Comme Hanouna et tout ça. Nouna, c'est un poisson en araméen, en arabe. Et Hamnouna, ça peut vouloir dire. Hamnouna, ça veut dire le poisson chaud, tu vois. Et il nous dit non, toi, t'es pas un poisson chaud, t'es un poisson froid. Ça veut dire que oui, on fait un jeu de mots sur son nom. Ce qui est à jour, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et après ça, tout à l'heure, Rachid dit non, c'est pas ça, que Hamnouna, ça veut vouloir dire. On va faire Rachid. Donc, on fait Rachid. On a fait les 2 premiers Rachid sur ça. Et donc, ok. Donc,
on a fait les deux premiers Rashi avec l'histoire du Nidoui, que Rashi explique que Tsani Inu, ça veut dire Etmi Benidoui, bien que, comme je vous ai dit, c'est pas 100% sûr que ça peut dire ça, et que si c'est Benidoui, on comprend pas pourquoi ils auraient été mis Benidoui uniquement parce qu'ils n'ont pas assisté au cours. En tous les cas, moi, donc, je prends le Rashi dans la première grande ligne, dans la dernière grande ligne, je veux dire, le Rashi en haut de la page, Kemumin chez Begalou Idame. Donc, Rashi va expliquer c'est quoi le problème de savoir, justement, parce que l'agma, elle n'a pas été explicite, de savoir c'est quoi le problème, c'est quoi le doute sur ce cas-là de l'esclave qui a été castré dans ses testicules. Donc, Rashi explique. Donc, Kemumin chez Begalou Idame, est-ce que c'est comme un défaut dévoilé? Share, donc pourquoi ça serait en fait dévoilé? Share Elohim Bekis. Ça veut dire parce que les testicules, elles sont attachées, on va dire, talouilles, elles sont pendues, béquisses, dans les bourses. Venikarim mivachutz. Donc, venikarim, elles sont visibles mivachutz. Donc, les testicules, ça serait un membre visible. Okay. Alors, pourquoi ça ne serait pas considéré comme un défaut pour libérer l'esclave? Donc, Rachid explique, holo ou bien non, il, parce que tmunin, les testicules elles-mêmes, elles sont cachées, betochakis, dans les bourses. Et donc, si tu veux, le safek, ça serait de savoir ça, ça serait de savoir, puisqu'en fait, on va dire, le défaut, il a été mis dans un membre qui est en fait à l'intérieur, donc n'est pas visible, et donc peut-être, tu vois, ça ne serait pas considéré comme un défaut sur un membre visible. Okay. Tu vois, maintenant, moi, je peux vous dire, je sais pas, pour moi, il y a une question super évidente sur cette Gemara-là que j'ai pas vue, en fait, dans les commentaires, peut-être que j'ai pas regardé tellement bien, etc. Ça fonctionne, non? Ouais, c'est ça, c'est qu'on a, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a vu plein de cas déjà avant. On a vu par exemple le cas de l'aveugle, par exemple. On avait vu que si jamais le maître, il a rendu l'esclave aveugle, et c'est pas nécessairement, tu vois, on avait vu que par exemple le cas où il avait même, je sais pas si vous vous souvenez, quand il a rendu sourd, où la Gemara, elle avait dit, en fait, si jamais il a tapé sur un mur, c'est dans la souga dans la page d'avant, et qu'à cause de ça, l'esclave est devenu sourd, alors la Gemara a dit, là, l'esclave, il n'est pas libéré parce que c'est lui-même qui s'est rendu sourd à cause du choc psychologique. Mais si jamais, en fait, le maître, il avait frappé directement l'esclave, en fait, et qu'il est devenu sourd, alors l'esclave il est libéré parce que la Gemara dit, parce que c'est impossible que, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la Gemara dans Bava Kama, c'est Tosfot qui a vu la Gemara dans Bava Kama, etc., avec Tosfot, qui disait, c'est impossible qu'il n'y ait pas une goutte de sang quelque part, qu'il y a une lésion pour qu'il devienne sourd, il ne peut pas être devenu sourd s'il n'y a pas une lésion interne quelque part, et donc l'esclave il est libéré. Donc on voit clairement qu'une lésion interne sur un membre extérieur, ça rend l'esclave libéré. Même dans le cas aveugle, on avait vu que Wagner pensait que tout ce qui était important, c'est de savoir si est-ce qu'il pouvait voir ou il ne pouvait pas voir. Si jamais il avait un œil fonctionnel et qu'après ça, là, il est plus fonctionnel, tu vois, ça veut dire à cause d'un coup, l'esclave est libéré. Donc, on voyait bien que, en fait, il n'y avait jamais, et même je me rappelle dans Tosfot, dans Bava Kama, il avait dit clairement que ce qui était important, c'est pas que le défaut il soit visible, c'est que ça soit mis sur un membre visible, tu vois. Donc, ça veut dire, si tu veux, dans les sous-gates d'avant, on voit clairement que la Gemara a envisagé que c'était pas la peine, en fait, que la lésion, elle soit visible. Dans le cas, comme le cas de la surdité, ça, on a vu clairement. La Gemara, tout ce qu'elle dit, elle dit, c'est si jamais quelqu'un, il a frappé sur un mur et que par l'écho, il est devenu sourd, alors l'esclave, il n'est pas libéré parce que c'est l'esclave qui s'est rendu sourd lui-même. Mais quand on dit, quand on l'a frappé et qu'il est devenu sourd, donc ça veut dire, la Gemara dit que dans Bava Kama, on l'avait vu, comme lui, c'est Tosfot qui l'avait ramené, on l'avait fait ensemble. Elle avait dit, c'est sûr que l'esclave est libéré parce que l'esclave, il peut pas devenir sourd comme ça. C'est sûr qu'il y a une lésion interne quelque part, il y a une goutte de sang qui a dû tomber quelque part. Ça veut dire, il y a quelque part un faisceau à l'intérieur qui a fait qu'il est devenu sourd et donc l'esclave, il est libéré. Donc, encore une fois, on voit que la Gemara, elle pense, et Tosfot là-bas, il avait expliqué, même la Gemara avait demandé, même sur celui qui est aveugle, en quoi c'est un défaut visible. Et Tosfot, il avait dit, ouais, c'est visible parce que maintenant qu'il est aveugle, il marche plus droit. Donc, on voit dans son comportement que c'est un défaut visible. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette Tosfot dans Bava Kama. Tu vois, on peut le faire, je peux le refaire, mais tu vois, mais ça veut dire, je peux le mettre en screen de il faut que je retrouve. Bien sûr, on se Je souvient. ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, donc, tu vois, c'est bizarre, tu vois, c'était dans 2 secondes. Je vais essayer de le retrouver. 2 secondes. C'est Sadiqret Hamoud Aleph, je crois. C'est pas comme Sadiqret Hamoud Aleph. Je peux essayer de le remettre. 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. Voilà, c'est ici, 2 secondes, j'arrive, parce qu'il faut que je passe à. Je sais pas ce que j'ai foutu encore, ça y est, j'ai reperdu mon truc.
que j'avais fait la dernière fois. Je sais pas comment ça se. Mince alors. Quand je fais ça, je sais vraiment plus quoi faire. Ah, voilà, peut-être. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je sais. Voilà, attends 2 secondes. Si jamais je peux zoomer là-bas, attends, je vais zoomer plutôt sur ça. Tu vois, ça veut dire, Olagma elle avait dit Ikao, ça veut dire, voilà, Mitzvah, Ikao Eno Vesema, ça veut dire, s'il a frappé sur son œil et il a rendu aveugle, Alozno Vechersha, et il a frappé sur son oreille et elle est devenue sourde, Eved Yotse Bain Lecherut, l'esclave, il est libéré avec, Kenegedeno, tu vois, ça veut dire qu'en face de son œil, mais s'il a frappé en face de son œil sans le toucher, Venoroe, Keneged Osno, Venoshomea, mais où il a touché, il a tapé en face de son oreille, et à cause de ça, il n'entend plus, parce que là, on dit que c'est que psychologique et que c'est pas le maître qui a fait le défaut. Mais l'Agma a répondu, comment ça se fait que si jamais donc il tape sur l'oreille, il est libéré? L'Agma dit, parce que Rabba l'état amé, Dama Rabba, parce que Rabba, il a dit, Chershou la aviv nerag, si quelqu'un il a rendu sourd son père, il est passible de peine de mort. Shiev Shar le Harisha, Belo Chabura, parce que on ne peut pas rendre quelqu'un sourd sans faire une blessure interne. Les tipta des damas, parce que c'est sûr qu'il y a une goutte de sang, Nefalat Mebeune, qui est tombée dans son oreille. Et donc, ça veut dire qu'il y avait une lésion interne quelque part et que ça faisait qu'à cause de ça, il n'entendait pas. Et c'est pour ça que si jamais quelqu'un, s'il faisait ça à son père, Shalom, donc il était passible de peine de mort. Et si quelqu'un fait ça à son esclave, l'esclave est libéré. Donc, on voit que même si c'est pas visible à l'œil nu, pourquoi est-ce que l'oreille, elle ne fonctionne plus? Même dans le cas de la vue, tu vois, ça veut dire, voilà, on dit clairement que tu vois, l'esclave, il est libéré. Donc, le doute de l'Agmara ici, dans le cas des testicules qui sont dans les bourses, a priori, on ne voit pas pourquoi tout d'un coup, l'Agmara, maintenant, elle se réveille pour se donner un doute, alors que l'Agmara a compris clairement. Ici, par exemple, dans Vakama, mais c'était l'Agmara, elle avait ramené ce cas avant, tu vois, c'était moins clair dans l'Agmara avant, mais dans l'Agmara, dans la page d'avant, dans Kiddushin, mais si on revient dans Bava et l'Agma a cité un peu ce sujet-là dans Kiddushin, même dans le cas de l'œil, que c'était pas la peine que l'œil soit endommagé d'une manière visible. Tant que l'œil ne pouvait plus fonctionner, Ras Shalom, l'esclave était libéré. Tu vois, et donc, donc on voit pourquoi l'Agma, ici maintenant, tu vois, elle se pose cette question. Je me rappelle même que s'il y avait Tosfot lui-même, il avait dit ça, 2 secondes, il avait dit, tu vois, donc c'est pas là, 2 secondes. Ouais, ici, une seconde. Voilà, je ne sais pas dans 2 secondes, parce que je vais. J'espère que je sais pas ce que vous voyez, vous. Mais ouais, ça a l'air d'aller. Tu vois, regarde quand ça se fait 2 secondes. Donc, il avait dit, il avait posé ici la question en ce qui concerne la surdité. Il avait dit, Vem Thomas Ama et pourquoi est-ce que donc l'esclave, là, je ne sais pas si vous l'avez. En fait, tu vois, vers le Vem Thomas, je vais essayer de revenir pour mettre la petite flèche. Tu vois, Vem Thomas, je ne sais pas si vous voyez le curseur, Vem Thomas. Vous voyez où c'est dans le je ne sais pas si vous voyez le curseur. Vous voyez le curseur? Ouais. Ouais. Là, j'ai enlevé 10 secondes, je vais remettre. Vim Thomas, vous voyez le curseur, il y a marqué Vim Thomas. Je ne sais pas si ça le montre. Voilà, tout en bas. Ok, tu vois, Vim Thomas. Amai Eved Yotse Baen Lecherut. Tu vois pourquoi? C'est le haut du curseur qu'il faut regarder. Hein. C'est Vim Thomas, Amai Eved Yotse Baen Lecherut. Pourquoi l'esclave est libéré dans le cas de la surdité? Va Bainan Mumin Shibegaloui. Ah, il faut que ce soit un défaut visible. Dunia des chaînes Vaïn qui ressemble à l'œil ou à la dent. Ou Vechersho, et dans le cas où il est devenu sourd, et qui avait Begaloui, comment est-ce que ça peut être dévoilé? Et cette fois-ci, il avait répondu, dit Veyesh Lomar, des Naïchen Nikar Boklum, c'est bien qu'on voit rien, que chez Ouyachen quand il dort, ou Omed Bimkom Echad, ou bien quand il est debout, Veshotek, et qui reste silencieux, Mikol Makom, malgré tout, Kevan de l'Efimin Hagosh et Mitnaheg, mais comme on voit de la manière dont il se conduit vers l'air, quand on l'appelle et qu'il n'entend rien, Nikar chez Ocheresh, on voit qu'il est sourd, Hashiv Moum chez Begaloui, c'est considéré comme un défaut dans un endroit dévoilé, dévoilé. Or ici aussi, c'est sûr que comme il voit que maintenant il ne peut plus avoir d'enfants, voilà, ça veut dire clairement que c'est un défaut dévoilé dans cette définition. Et la deuxième réponse de Tosfot, elle est encore plus difficile, puisque Tosfot, il dit Verod Yeshlomar, il a lieu aussi de dire Den chez Kilkul Begaloui, c'est pas la peine que le défaut soit visible. Et là, chez Aiver, chez Yeshbo Kilkul, mais il faut simplement que le membre dans lequel il y a un défaut, il faut que ce membre-là il soit dévoilé.
Donc, et donc, comme l'oreille, en fait, elle est dévoilée, donc si jamais il a été rendu sourd et qu'on voit l'oreille, donc l'esclave est libéré. Donc, tu vois, selon ça, on voit clairement, donc ça pose une grande question sur notre Gemara, c'est-à-dire que par rapport à notre Gemara à nous, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ça veut dire qu'il n'y a aucun doute que le type, il devrait être libéré, même si les testicules elles sont dans les bourses, parce qu'en fait, c'est comme la surdité, tu vois, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de voir, comme il a dit Tosfot, on n'a pas besoin de voir le défaut, il faut que le membre sur lequel le défaut il a été appliqué, il soit visible, comme les yeux ou comme les oreilles. Or ici, comme l'Agmara elle a dit, comme Tosfot, Rashi il a dit juste avant que les testicules c'est visible à l'extérieur, donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc c'est quoi c'est pas le doute, tu vois, ma page d'avant, l'Agmara elle avait aucun problème, tu vois, par rapport à ça. Mais le fait qu'on avait vu qu'il y avait un rapport à la société, que c'était visible par la société, et le fait que c'est quelque chose qui est couvert pour qu'il arrive de quelle manière. Ouais, mais tu vois, mais si c'était ça, soit il aurait dû le dire, Rachid aurait dû le dire, tu vois. Là, je comprends que tu veux dire qu'on aurait pu dire que voilà, parce que, et donc à ce moment-là, c'est plus un rapport lié avec les testicules, tu vois, ça va lier, même si jamais il a sectionné le sexe, de Shalom, par exemple, ça serait la même chose, tu vois. Tu vois, c'est pour ça que Rachid, il a eu besoin, parce que c'est Rachid qui explique pourquoi il y a un doute, c'est parce qu'en fait, les testicules, elles sont dans les bourses, et donc il dit les bourses, elles sont visibles, mais les testicules, elles sont pas visibles, et donc c'est pour ça que l'Agma, elle a un doute. C'est ce que tu as fait Rachid dit, tu vois, si tu veux prendre en Rachid, mais je peux fermer ça maintenant, tu vois, je sais pas ce qu'il n'y a plus besoin de voir ça, mais ça veut dire, mais quand tu regardes en Rachid, tu vois, c'est ça le doute, Rachid dit, et quand il est dans la première ligne, il dit, Shiare Truim Bakis, ça veut dire les testicules, elles sont visibles parce elles sont pendues dans les bourses, Nikarim Ibarkout, c'est donc elles sont visibles de l'extérieur, Olo, ou bien non, Oil Victmonim Betorakis, parce qu'ils sont en fait elles-mêmes, ça veut dire les testicules, elles sont elles-mêmes, tu vois, en fait, cachées dans les bourses. Donc, ça veut dire, c'est ça le doute, tu vois, c'est ça, selon Rachid, c'est ça le doute, et a priori, pourquoi il a dit ça? Parce que l'Agmara a un doute sur les testicules, elle n'a pas un doute a priori sur le sexe, ça veut dire, a priori, pour l'Agmara, c'est si jamais, Shalom, le maître, il a sectionné le sexe de l'esclave, c'est sûr, a priori, qu'il est libéré. Et l'Agmara a un doute que sur les testicules, parce que, c'est pour ça que Rachid a besoin de dire, parce qu'en fait, ça peut être considéré peut-être comme quelque chose d'invisible, parce que c'est à l'intérieur des bourses, mais les massés, tu vois, tu vois, c'est comment dire, ça veut dire c'est difficile parce que dans la surdité, on ne dit pas ça, tu vois, c'est la surdité, dans le fait d'être aveugle. Et moi, jusqu'à maintenant, elle avait compris que c'était clairement un défaut, tu vois. Mais j'ai pas vu dans les commentateurs quelqu'un qui pouvait essayer. Est-ce qu'il y a. Ouais, vas-y. Et Rav et pas, parce que qui est clairement le sujet, c'est chez la reproduction. Est-ce que, parce que l'oreille, l'œil, ça sert vraiment au travail de l'esclave. Là, le sujet, c'est de savoir enfin peut-être le sujet, c'est le fait de se reproduire, ça fait partie du travail de l'esclave ou pas? Bah ouais, c'est pas non, c'était pas le truc, c'est pour avoir. Ça, il va te dire, c'est ça, c'est d'avoir des enfants, parce que comme ça, les enfants, ils appartiennent au maître. Ouais, c'est ça. Mais ça, travailler 2 fois, ça c'est pour l'esclave juif en plus, tu vois, qu'on dit qu'il a travaillé 2 fois plus que l'année dernière. Donc, elle va remettre l'esclave goy, tu vois, a priori, tu vois. Mais là, l'esclave goy, il n'y a pas ce travail-là, si? Ouais, c'est difficile, tu vois, je veux dire, j'en sais rien, tu vois, c'est comme dire quoi, là-dedans, c'est pas non plus lié à qu'est-ce qu'il a, il a pas une mise de manger pour, tu vois, de mâcher la nourriture pour son maître, tu vois ce que je veux dire, c'est pour lui-même, tu vois, ça veut dire, a priori, la libération, elle vient du fait que le maître, il a voulu, il a abusé de son pouvoir qu'il avait sur le corps de l'esclave, c'est ça tu vois, ça veut dire, c'est ça le sens de la mise a priori. Et donc, en faisant ça, clairement, tu vois, il abuse 10 fois plus, tu vois, c'est super grave ce qu'il a fait, tu vois. Mais, tu vois, je sais pas, tu vois, donc, non, tu vois, c'est pour ça, mais c'est surtout que c'est complexe, tu vois, que l'Agmara, jusqu'à maintenant, comme tu vois, elle semble avoir pris comme un truc comme granted, que c'est pas la peine de voir le défaut, tu vois, parce que l'Agmara l'avait dit sur là, et tu vois, comme si dans la Souga d'avant. Tu vois, j'ai pas vu dans les commentaires, mais moi, tu vois, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, personne pose la question et tout ça, etc. J'ai pas vu si peut-être quelqu'un pose la question, mais moi, la manière que moi j'ai de répondre à ça, c'est justement par la suite de l'Agmara. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, à mon avis, la réponse qu'il peut donner, peut-être qu'il y a mieux que ça, mais on va dire sans réfléchir. La question, c'est une question. Mais la réponse, quoi, je veux dire, c'est dire comme ça, c'est que, en fait, c'est sûr que l'Agmara ne se pose pas ici la question de c'est quoi la halakha. Ça veut dire, on peut dire que c'est sûr que l'Agmara sait que si jamais un maître qui fait ça à son esclave, l'esclave est libéré. Parce que voilà, c'est pas pire que si jamais il a frappé sur l'oreille et qu'il est devenu sourd, ou qu'il a frappé sur l'œil et qu'il a perdu l'usage de l'œil. Bien qu'il n'y a aucune visibilité, il n'y a pas de blessure visible. Mais la question des sabés de Nézounia, c'est justement, ils demandent, mais d'où est-ce qu'on le sait? Tu comprends? Parce que quand tu regardes, en fait, dans l'histoire, c'est que, tu vois, par exemple, quand on regarde l'Agma dans Babakama, j'ai fermé, mais tu vois, c'est l'Agma dans Babakama, elle dit, ouais, c'est Rava, il pense que si jamais on frappe
dans l'oreille, alors c'est comme c'est sûr qu'il y a du sang qui est sorti et donc il est libéré. Même la Gemara d'avant, quand elle parlait de frapper l'œil, que l'œil de type devient aveugle et tout ça, si tu veux, c'est pas des auteurs, il n'y a pas de source dans les Mishnayot, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, la Suga, tu vois, ça veut dire que moi, je comprends, et ça expliquerait aussi pourquoi est-ce que la Gemara, elle fait toute cette introduction, en fait, avec cette anecdote au début, parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a à foutre qu'ils n'ont pas venu, qu'ils avaient des Kherem, qu'ils ont dit Rabamnouna, Karnouna, tout ça. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, si on explique comme moi je veux dire, ça peut-être, ça peut donner un sens, tu vois, plus, ça va plus profond, à la Gemara, pas plus profond, mais ça fait plus sens. Pourquoi est-ce que la Gemara ramène toute cette anecdote? C'est pour te dire, en fait, ça veut dire l'idée, c'est que la Gemara ici, elle n'est pas en train de se demander, c'est quoi la halakha si jamais, en fait, un maître, il va sectionner les testicules de son esclave, est-ce qu'il est libéré ou pas? Ça, c'est sûr que oui. On voit qu'on a une tradition que oui, on voit avec le fait d'aveugler, avec le fait de, comment dire, de rendre, tu vois, de rendre sourd, en fait, l'esclave est libéré. Mais la question des Sabé d'Avamna, c'est justement que, et ça marche bien avec ce qu'on avait dit avant, qu'en fait, Afriza, lui, il avait donné faire un cours au grand public pour le Pérec. Ça veut dire où il donnait la halachot. Et en fait, eux, les Sabé des Nezounia, eux, c'était des Talmidei Chachamim. Donc, eux, ils posaient des questions. En fait, eux, ils ne voulaient pas simplement savoir si c'était permis ou interdit. Ils voulaient savoir pourquoi c'était permis, pourquoi c'est interdit. D'où est-ce que tu sais que c'est interdit? D'où est-ce que tu sais que c'est permis? Et c'est ça ce que Rabamnouna et Afriza, ici, Rabamnouna, en tout cas, il ne sait pas quoi répondre. Parce qu'il sait que c'est vrai que l'esclave, il est libéré et tout ça. Mais la question est de dire, voilà, mais pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire, tu vois, de toute façon, il te dit, on voit que c'est pas la peine que le défaut il soit visible, il faut simplement que le membre il soit visible. Tu vois, on a vu dans Baba Kama qui dit ça sur le fait d'être sur la surdité, le fait d'aveugler. Mais la question des Sabédéra, des Nizounia, c'est de dire, mais d'où tu sais ça? D'où tu sais ça? Et tu vois, c'est par rapport à ce qu'on a dit, la question quand les élèves, quand les Sabé de Rabamnouna, ils avaient dit, les Rabbanim de Nazounia, ils avaient dit, ouais, Rafriza, il ne nous répond pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne répond pas, il ne sait pas quoi répondre. Il ne nous donne pas la raison. Et eux, ce qu'ils voulaient savoir, c'est quoi la raison, c'est quoi la source. Et c'est sur ça que Rabamnouna, et c'est ça pour ça qu'on nous ramène cette anecdote. C'est que la question, ici, n'était pas de savoir, en fait, c'est comme si la Gemara maintenant, elle va plus profond. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, dans la page d'avant, on vous a donné la halachot. Classique pour la Maharetz, que voilà, que quelqu'un il sait que si jamais quelqu'un il aveugle son esclave, il est libéré. Si jamais il le rend sourd, il est libéré. Donc c'est sûr que si jamais il le castre aussi, il est libéré, même si c'est pas visible. Et maintenant, cette Suga ici, elle parle au niveau pour les Talmidei Chachamim, c'est la dernière page en fait qui va parler des défauts des esclaves. Et donc là, l'Agma, elle veut rentrer dans le truc, tu vois pourquoi, tu vois d'où est-ce qu'on sort ça, d'où est-ce qu'on sait que même si jamais en fait la blessure elle est pas visible, d'où est-ce qu'on sait que l'esclave il est libéré? Normalement, on devrait apprendre de Shen Vahin que non seulement le membre il doit être visible, mais que même la blessure elle doit être visible. Donc d'où est-ce que vous avez appris dans la page d'avant hein, que même si la blessure elle n'est pas visible, l'esclave il est libéré? Et c'est ça ce qu'il demande. Ne demandez pas la halakha, il demande la raison de la halakha ou la source de la halakha. Et tu vois, seulement ça fait sens, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça. Parce que Rabamnouna, on voit que lui, il n'est pas capable de répondre. Tu vois, il dit, là, il ne sait pas. Et on va voir que quand il va retourner voir Afriza, il ne va pas lui dire, c'est comme ça, c'est permis, c'est interdit. Non, il va dire, non, mais ce qu'ils t'ont dit, il y a une source dans la Mishnah. Et on voit bien qu'en fait, ce qu'ils cherchaient, tu vois, c'est quand tu vas expliquer que c'était pas de savoir la c'était c'est quoi la source dans la Mishnah? D'où est-ce que tu veux prouver ce point-là d'une Mishnah, d'un enseignement antérieur? Et quelle serait même la source de la Mishnah? Et surtout ce que la Gemara va savoir pour nous dire un truc pareil. Tu vois, ça, c'est la suite de la Gemara. Moi, c'est comme ça que j'explique la Gemara, mais j'ai pas vu ça dans les commentateurs. Je sais pas, j'ai pas vu la question posée, Bichal. Je sais pas si quelqu'un demande, je sais pas, mais pour moi, c'est la manière de comprendre ça, c'est de dire que eux, en fait, en tout cas, c'est lié avec ce qu'on disait avant que tu vois que les Sabé des Nizounia, ils ne voulaient pas savoir la halakha, ils voulaient savoir c'est quoi la source et la cause de la halakha. Et c'est sur ça que Rabamnouna, il n'est pas capable de répondre. Tu vois, qu'il va demander à Afriza, etc. Tu vois, a priori, c'est ça l'idée. Donc, d'accord, là, j'avance dans la Gemara. Donc, je pense qu'en tout cas, on a vu finir Rashi. Alors, on n'a pas vu Karnouna, on fait Rashi sur Karnouna. Donc, Rashi, donc, au début, ils font un jeu de mots sur son nom, parce qu'il ne sait pas quoi répondre. Donc, ils lui ont dit Karnouna, ça veut dire Yoshev Kranot. Donc, Rashi, il se demande c'est quoi le jeu de mots. Donc, lui dit qu'en fait, l'idée, c'est Karnouna, ça voudrait dire celui qui habite, qui est assis dans les coins, dans les coins ou dans les. Vignes. Comment? Les vignes? Non, c'est pas Kerem. Kerem, c'est avec un mec. Ouais. Tu vois, Kerem, c'est un coin. En fait, tu vois, c'est un concept, tu vois, c'est-à-dire que tu vois, je sais pas si vous avez dans les Gmarot, normalement, il y a une fila à faire quand on est fini d'étudier. Il y a marqué Modern il est fanehash et Samta Halkim et Yoshve Betamidrash, mais le Samta Halkim et Yoshve Kranot. Normalement, dans les Gmarot d'Arscroll, il doit y avoir ça dans la première page. Si tu regardes ça, tu vas voir, je sais pas si tu l'as
Je sais pas si Sacha, il est avec moi, je sais pas si c'est dans la school. C'est tout au Ouais. début, j'ai remarqué ça. Modéani, à Haralimoud. Ouais. Tu vois, le Ouais, Haralimoud. je l'ai vu ça. Je crois que je l'ai fait une fois cette prière. Là. Tu vois, c'est à la C'est fin. pour dire de ne pas être envieux ou quelque chose comme ça, non? Non, ça c'est après, ça c'est avant l'étude. Les Ratson, et après mon dernier, ouais. Et après, il y a Modéani, les Fanecha, à la sortie, quand on finit d'étudier. Tu fais pas ça? Ah, je crois que je ne l'ai jamais fait en sortant. Modèle Nefenecha, Hashem Elokai, Shesameta Chelki, Miyosheve Bet Midrash, Velo Sameta Chelki Miyosheve Keranot, Voilà, tu vois. Dani Mashkim Vehem Mashkimim. Ok, tu vois, nous mashkimim divrei Torah, mashkimim dvarim betelim. Donc, tu vois, c'est quoi ça veut dire? Tu vois, moderni les fanecha Hashem Elokai, ça veut dire, ça c'est une Mishnah, ça vient de la Mishnah. Moderni Hashem fanecha Shesamta chelkim yoshu bet midrash, que tu as mis ma partie de ceux qui s'assient dans le bet midrash. Velo samta chelki, tu n'as pas mis ma partie, miyoshu kranot, de ceux qui sont. Alors, je sais pas comment ils ont traduit dans la scroll, ils ont traduit ça. Ouais, les oisifs. Ouais. Et de ne pas avoir établi mon lot avec les oisifs. D'avoir Et établi mon lot avec ceux qui séjournent dans la maison d'études et de ne pas avoir établi mon lot avec les oisifs. Ouais, tu vois, alors, parce que la traduction de Yoshve Kranot, ça veut dire normalement ceux qui s'assoient dans les coins. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que tu vois, c'est quoi difficile. Celui qui a été puni. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ceux qui s'assoient dans les coins? Tu vois, alors il y en a qui disent, c'est très difficile à dire qu'est-ce que c'est. Est-ce que ça veut dire, parce qu'en fait, ce qui est sûr, c'est que, une explication, je ne sais pas si c'est la vraie. Pour être caché, être tranquille. Non, c'est à la yeshiva, tu vois, côté du chauffage. Ouais. Ouais, côté du chauffage. Côté du chauffage, faire une bonne. Chauffe les bons, comme on dit. Peut-être c'est ça. Mais Rachid, tu vois, Rachid, à un moment, il dit plutôt, il y en a qui expliquent, je sais que Rachid, à un endroit, il explique c'est quoi, je vais qu'un autre lui dit que c'est que, il y a d'autres endroits, je pense que c'est ceux qui, en fait, c'est que, qui avaient des coins dans les magasins, dans les marchés. Ça veut dire, en fait, ça veut dire que celui qui voulait pas étudier à la yeshiva, il pouvait s'ouvrir un stand. Tu vois, c'est comme si tu veux, il y avait, la place de Beth Midrash, c'était comme une sorte de place publique. Tu vois, tu peux rentrer dans le Beth Midrash, tu étudies. Si tu voulais pas étudier, si tu pouvais ouvrir un stand dans la cour et tu pouvais vendre des trucs que tu veux, quoi. Tu vois, ça, tu veux faire du commerce. Comme à l'école, il y a ceux qui font le commerce pendant la récréation. Tu vois, ça veut dire ça veut dire c'est ceux qui vendent des trucs, ceux qui vendent des trucs dans les coins. Tu vois, les dealers, comme aujourd'hui, c'est carrément les dealers, je sais pas, mais ça veut dire même les dealers de, je sais pas, les cigarettes, ou j'en sais rien, tu vois, c'est ça. Ouais. En tous les cas, donc ils l'ont dit Karnouna, ça veut dire, ils l'ont dit, non, non, c'est pas Hamnouna, c'est Karnouna, ça veut dire Karnouna, ça veut dire celui qui dit les cigarettes à l'entrée du Beth Midrash, ou un truc comme ça. En tout cas, c'est ça ce qu'ils l'ont dit. Tu vois, Karnouna, c'est pas Hamnouna, c'est Karnouna, ça veut dire, selon Rachid, c'est-à-dire le Shvé Kranot. T'as qu'à regarder dans Rachid, je sais plus, dans le Shvé Kranot, Rachid explique que c'est ceux qui vendent, qui ont des, ceux qui ont fait un stand dans des coins pour vendre des trucs. Donc c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit Karnouna, Yotse Kranot, Yoshev Kranot. Ça veut dire quelqu'un qui s'assoit sur les coins. Ata, Vélo, Baal Torah, tu n'es pas un maître de la Torah. Parce que voilà, tu ne sais pas répondre à cette question. D'où est-ce qu'on sait, en fait, que quelqu'un qui a été dans les. Ici, ils disent au coin des rues. Dans la traduction, ils disent le mot Karnouna signifie celui qui plane au coin des rues. Et provient du mot Kranot, coin, les personnes. Ça, c'est Rachid Oswald. Les personnes érudites ne planent pas dans les rues en comportant des ragots. Les ragots. Ça, les ragots, encore. Ça fait plaisir. En fait, parce que je pense que. Ouais, c'est pour ça plaisir. Parce qu'en fait, je sais plus où on dit ça, mais que les personnes qui sont dès que tu dis trop de choses, tu vas vite vers la shonara, n'est-ce pas? Ouais, non, c'est vrai. Donc, les gens qui parlent pour rien dire, c'est comment elle s'appelle, là? Bad Dibri, là. Bad Dibri. Ah, Bad Dibri, oui, c'est vrai. Ok, Bad Dibri, oui, c'est vrai. Je me dis peut-être une colle à dame, ouais, ça veut dire. Ouais. Ouais, non, je comprends, ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr, il vaut ne pas parler trop, ouais, c'est sûr. On ne pas parler trop. Ah, ok, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, selon Rachid, Karnouna, ça veut dire celui qui s'assoit dans les coins. Tu vois, donc, Tosfot, il a une autre explication, donc on va faire le Tosfot en haut qui dit Hamnouna, Karnouna, puisque le jeu de mots, il est sur son nom, Hamnouna, Karnouna. Donc, Piège Bakuntrel, donc, je suis refait Tosfot tout en haut, il dit Piège Bakuntrel, facile à expliquer Yoshev Kranot, celui qui s'assoit dans les coins. Ata Velo Baal Torah, et pas un maître de la Torah. Rabbeinu Hananel Piresh, mais Hananel a expliqué, Ata Omer Hamnouna, celui qui s'appelle Hamnouna, Ainu Hamnouna, ça veut dire un poisson chaud. Dagham, un poisson chaud, ça veut dire comme quoi tu es intelligent. Plein de fois, la Gemara compare le fait de sortir des poissons du four à transmettre un enseignement. Je ne sais pas pourquoi, mais plein de fois, la Gemara dit ça.
Elle dit, ça veut dire, parce qu'on a l'impression, tu vois, ça veut dire que moi, je kiffais les poissons quand ils étaient grillés, mais juste quand ils sortaient du grill. Et quand quelqu'un il dit, tu vois, plein de fois dans l'Agmara, il dit une explication sur une marita, et l'Agmara, elle dit, ah, c'est extraordinaire. Elle dit, ah, voilà, je l'ai pris juste quand ça sortait du four. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'il y a encore tout le goût dedans. Et que par contre, Karnouna, ça veut dire que quand tu laisses le poisson, une fois qu'il arrive, il n'y a plus de goût. Tu vois, comme en hébreu, tu vois, tam, raison et goût, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que ça veut dire, tu vois, c'est pas Karnouna, c'est pas un poisson chaud, c'est un poisson froid, quoi. Un poisson froid. Ok. C'est la Karnouna, c'est le poisson froid, ça veut dire, il n'y a pas de goût, il n'y a plus de goût maintenant. C'est-à-dire, voilà, il n'y a aucun goût dans ce que tu dis. C'est ce que ça voudrait dire. Karnouna, ça veut dire Karnouna, Dag Shiukar, ça veut dire un poisson qui est déjà froid et donc qui a plus tellement de goût. Ok, donc j'avance comme vous voulez, on avance. Ouais. Alors, donc finalement, là, on va avoir une source. Donc il est revenu, donc Rav Hamnouna, voir son Rav, tout bedeau. Atal et Kamé, donc il revient. Donc après, quand il s'est sa gueule, il dit Atal et Kamé de Rafrizda. Donc il est revenu devant Rafrizda, donc voir son Rav. Donc il lui a dit, ah, voilà, il y a la réponse. La réponse, tu vois, c'est Amarlé Matnit Baouminar. Ça veut dire, c'est une Mishnah qui t'en demandait. Moi, je comprends, ça veut dire en fait que si t'en demandais, il y a une source dans la Mishnah, mais moi, j'aurais dit peut-être que c'est la Mishnah qui voulait savoir. Ça veut dire, voulait savoir c'est quoi la source de cet enseignement, c'est quoi la source de cette halakha. Alors, donc, c'est quoi la source? Donc, là, elle va donner une source finalement, tu vois, donc c'est comme ça, des Tanan, donc il a été enseigné dans une Mishnah. Donc, ça, c'est clair que, tu vois, c'est normal que Rav Hamnouna, il connaissait pas cette Mishnah, parce que c'est une Mishnah dans les Gaïm, tu vois, c'est une Mishnah dans les lois des puretés et d'impureté que c'était pas très étudié jusqu'à aujourd'hui, pas beaucoup de gens étudient ces Mishnayot. Ça veut dire, voilà, il faut vraiment être très grand à Mitraham pour connaître ça. Et donc, voilà, donc ça parle en fait, parce que donc, pour expliquer l'histoire de quoi ça parle, pour faire une introduction quand même de une ligne, tu vois, c'est que donc, dans les Négaïm, c'est la lèpre. Ça veut dire ce qu'on appelle la lèpre, c'est quand un juif, Shalom, il avait la lèpre, etc. Donc, en fait, le Kohen, il devait savoir si il était tamé ou tahor, parce qu'il y avait plein de halachot en ce qui concerne les taches blanches qui apparaissaient. Une des choses, tu vois, qu'il y a dans les taches blanches, c'est qu'il fallait que la tache blanche, elle soit visible par le Kohen. Ça veut dire dans tous ses aspects, ça veut dire avec toute sa forme, d'un seul coup d'œil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que si par exemple quelqu'un, tu vois, il avait une tache blanche sur un doigt, et que sur l'extrémité du doigt, et que ça faisait, tu vois, comme une sorte, tu vois, de truc autour du doigt, quoi, de n'importe quel doigt. Ouais. En fait, c'était jamais tamé, parce qu'en fait, le Kohen, il peut pas voir d'un seul coup toutes les bordures de la tâche. Faut qu'il tourne, tu vois, faut qu'il tourne le doigt, faut qu'il tourne les yeux. Donc, en fait, ça veut dire, et donc ça, c'était, parce que le passage qui dit les kol mar'en à Kohen, ça veut dire dans toute la vision de la vue du Kohen. Et de là, on apprend, en fait, tu vois, que ça veut dire si jamais la tâche est sur un endroit, voilà, qui est pas lisse, quoi. Tu vois, si la tâche, elle est, tu vois, sur la paume de la main ou sur le haut de la main ou sur n'importe où, dans n'importe quelle autre partie du corps, ça va, mais sur des parties, en fait, qui sont, en fait, avec une aspérité, voilà, donc, en fait, il n'y a pas de touma. Et donc, ça va s'appeler l'agma. Donc, c'est sur ça que la Mishnah, elle parle. Et donc, la Mishnah, elle dit comme ça, elle dit, Etnan, il enseigne dans la Mishnah, Eskim Varba Rashi Evarim, ça veut dire, il y a 24 têtes de membres, ça veut dire 24 endroits dans le corps, que la touma, la lèpre, elle ne peut pas être déclarée. Chez Adam, qui a chez l'homme, Kulam en metamim, donc tous ces 24 têtes de membres, on va les citer, la Mishnah va les citer, c'est facile à les reconnaître, on va les voir. Kulam en metamim, donc tout cela, ils ne deviennent pas impurs, mais shum mechia. Et donc ils ne peuvent pas avoir la touma de mechia. Mechia, c'est un type de tsarat, de lèpre, tu vois. Donc, ça veut dire, donc ils ne peuvent pas être considérés comme ayant cette plaie de la lèpre. Velouem, donc c'est quoi les 24? Donc, c'est facile parce qu'il y en a 20 qui sont rapides. Et même Rachet, Zvaot, Yadaim, Veraglaim. Donc, c'est les doigts, les 20 doigts, en fait, les 10 doigts des mains et 10 doigts des pieds. Ça fait déjà 20. Rachet, Osnaim. Donc, après ça, il y a les extrémités des oreilles. Ça fait 22. Verosh, Achotem, ça veut dire, et le nez. Et ensuite, évidemment, le quatrième dans chaque via, c'est le sexe. Donc, en tout, ça fait 24. Ça veut dire, il y a 24 endroits où, voici la Sarah là-bas, en fait, comme c'est pas visible par le Kohen d'un seul vue, donc ça reçoit pas la Touma. Ensuite, on nous ramène une marloquette qui nous intéresse pas vraiment pour nous.
Veraché d'Adim chez Baïcha, la Gemara dit que pour la femme, il y en a pas 24, il y en a 25, puisqu'il n'y a pas le sexe, mais il y a les seins, puisque comme ils sont trucs, donc ça veut dire le Kohen, il ne peut pas avoir tout d'un seul coup. Rabbi Yehuda Omer, Afi Baïch, Rabbi Yehuda, il pense que chez l'homme, il n'y a pas 24, il y a 26, parce qu'il pense que l'homme aussi, il a des seins, et que donc, en fait, comme il y a une aspérité à cet endroit-là, donc, en fait, le Kohen aussi ne peut pas avoir tout d'un coup. C'est une marloquette, ça ne nous intéresse pas vraiment. Pour cette histoire des seins ne nous intéresse pas trop. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est la suite. Vetane Allah, il a été enseigné sur cette Mishnah, donc dans une braïta. Mais Kulam, dans tous ces cas-là, ça veut dire ces 24 endroits. Donc, tu vas comprendre quoi, c'est les 10 doigts de la main, les doigts du pied, les oreilles, le nez et la verge. Mais Kulam, Eved Yotse Baem la Cherut. C'est-à-dire, si jamais le maître, il a frappé son esclave là-bas et qu'il a sectionné un membre ou il a fait un défaut là-bas, l'esclave, il est libéré. Puisque c'est des membres qui sont visibles et fonctionnels, puisque les doigts, ils servent à quelque chose, le nez aussi, on va dire, et les oreilles aussi, et le sexe aussi. Ok, ça va très bien. Pour l'instant, toujours rien à voir avec notre histoire des testicules. Rabbi Omer, Afasirus. Voilà, c'est là où il y a l'histoire. C'est Rabbi, il dit, c'est aussi le même cas dans le Sirus, si jamais le maître, a priori, il a castré son esclave. Et donc, pourquoi en fait ici, il y a une preuve? Parce que du fait que le premier Tana, ça veut dire, lui, il avait parlé du sexe déjà, donc une section qui aurait été sur la verge, et il avait dit que l'esclave, il est libéré. Donc ici, quand Rabbi, il va rajouter même à Sirus, à Philo à Sirus, ça veut dire même la castration, c'est sûr que lui, il veut parler en fait d'une castration dans les testicules. Et donc, ça serait la preuve, tu vois, qu'on voit un Tana, en tous les cas un auteur de la Mishnah, qui semblerait parler explicitement de ce cas-là et dire que l'esclave lui est libéré. Et ensuite, on nous ramène Ben Azaï Omer, Afalashon. Ben Azaï dit qu'aussi un esclave, si jamais le maître il aurait coupé la langue d'un esclave, là aussi c'est considéré comme un membre visible et utile, et donc là aussi l'esclave il est libéré. Et encore, on comprend la discussion, c'est-à-dire la discussion des deux, c'est que la langue elle est aussi à l'intérieur, donc on comprend que Tanakama lui pense que la langue ça ne serait pas considéré comme un membre visible. Et la même chose sur Tanakama, il pense aussi que les testicules, ça ne serait pas un membre visible. Donc en fait, on voit que c'est une discussion en réalité entre les auteurs de la Mishnah. Et donc, ça serait ça, là, tu vois, ça serait ça, enfin, tu vois, c'est ça l'idée. C'est ça ce qu'ils voulaient savoir, en tous les cas, les grands-pères de Nizunia, a priori. En tous les cas, c'est que dans la Mishnah, c'est qu'on voit qu'il y a une source, à savoir, c'est pas une halakha claire, c'est une discussion en réalité. Est-ce que, donc, en fait, cette halakha qu'on avait vu comme granted, a priori, si jamais on fait un défaut dans un membre extérieur, mais que le défaut n'est pas visible, est-ce que ça rend l'esclave libéré ou pas? En fait, c'est une discussion parmi les auteurs de la Mishnah. C'est-à-dire, on voit que Tanakama, lui, semble dire que non, parce que lui, il a considéré que les 10 doigts, le nez, les 2 oreilles et le sexe n'est pas les testicules. Tu vois, donc lui, il pense qu'a priori, si jamais le maître, il faisait une section là-bas interne ou quelque chose comme ça serait pas considéré comme, ça serait pas libératoire. Alors que Rabbi, lui, il pense que oui, c'est libératoire. Et comme il s'appelle Ben Azaï, lui, il vient rajouter la langue. Et il semblerait que les deux autres, eux, ils ne considèrent pas la langue comme étant un organe externe, bien que parfois elle est visible. Donc on voit que c'est discutible. C'est surtout ça, c'est qu'on voit que c'est pas évident. Tu vois, c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est un organe interne, un organe externe, un organe visible et pas visible. Tu vois, donc c'est ça a priori. Ok, j'avance quand même l'agma un petit peu. Amar mort, donc quand l'agma continue à élaborer sur ça, Rabbi Omer, donc elle va simplement expliciter plus. Rabbi il a dit Afasirus, donc même si jamais l'esclave il a été castré, donc l'esclave il est libéré. Sirus d'Emaï, ça veut dire le Sirus, de quelle castration parle-t-on? Inima Sirus des guides, si on parle que c'est la castration du guide, ça veut dire du sexe, de la verge, Ainukvia, c'est le sexe, on en a parlé en haut, l'auteur de la Mishnah, il avait déjà dit que ça faisait partie des 24 têtes de membres. Et donc, simplement, donc, si Rabbi rajoute quelque chose, il vient rajouter les testicules et la lave, n'est-ce pas? Sirus des Betsim, c'est le Sirus des Betsim, donc des testicules. Voilà. Donc voilà, donc c'est ce que c'est la preuve, comme quand le Rabbi, lui, pense que c'est considéré comme quelque chose qui libère l'esclave, alors que Tanakama, non, etc. Bref, je n'ai pas envie de. Comme Jeannette, tu vois, ça veut dire. Je fais quand même la parenthèse parce que j'arrive pas à me retenir. C'est quand tu regardes, tu vois, dans la psychanalyse, tu vois, chez Lacan et même chez Freud, à chaque fois qu'il parle de castration, en fait, il parle de la castration, en fait, de la verge à chaque fois. Ça veut dire, pour eux, à chaque fois, c'est l'histoire. Alors qu'en réalité, en français, la castration, c'est sur les testicules. Et ça veut dire, et ça, c'est une grosse question sur la psychanalyse. Tu vois, que tous ceux qui ont fait des exégètes de Freud et tout ça, ils n'ont pas de source sur ça. Il y a un lapsus, quoi, carrément. C'est-à-dire, c'est un lapsus dans la psychanalyse lacanienne et freudienne. C'est amusant.
Tu vois, ça veut dire que quand il parle du concept de, comment dire, quand ça veut du complexe de castration, etc., que pour eux, c'est toujours lié avec le phallus et tout ça, donc avec le sexe, avec le verge, alors qu'en français, le mot castration, en général, ça s'applique plus à la castration des testicules. Ça, mais c'est manienne, ça veut dire c'est manienne. Mais je pensais que, enfin, pas trop. Bon, bref, mais Ouais. les eunuques, c'était les testicules, non? Je pensais que c'était les testicules, Ouais, c'est non? ça, c'est ça. C'est vrai, en Ouais. français, Ouais, c'est toujours comme ça. En français, il n'y ouais, a que de la ouais. psychanalyse. Ce qui est rigolo, c'est que dans Ah la ouais. psychanalyse, ils ont fait un lapsus dessus. Ah C'est ouais, grave. ça, c'est manienne, Ok. c'est ça, là, Ah, quoi. c'est vrai que c'est Méniane. Ouais, Hein. Parce que tu vois, ils ouais, font tellement d'interprétation sur les lapsus, ils en font eux-mêmes. Ça ouais, c'est pas ouais, sur leur ouais. propre Il est principe, tu vois. complètement Tu omnibulé, ouais. tu pourras demander à Ok, ton père, là, tu vas aussi une réponse sur ça. ok, Mais ok, différence, ouais. c'est vrai ou pas que entre le Sefer Torah Ashkenaz et le Sefer Torah Sfarad, la seule différence qu'il y a, c'est entre un Aleph et un E sur les Ouais, testicules c'est vrai. écrasés. Ouais, c'est le Soukou à Dakar, ouais, c'est le Soukou à Dakar. C'est pas Aleph, ouais, c'est Aleph et t'as raison. C'est a priori, oui, oui, tu penses, oui. Oui. Et tu vois, ouais, c'est ça, ouais, c'est pas la seule différence, hein, ça veut dire penser à la forme des lettres, c'est pas les mêmes. Mais ça veut dire au niveau du texte, je pense que c'est ça la différence. Tu vois, bref, tu vois. Donc on avance. Rien à voir, mais. Comment? Non, je dis rien à voir, ça peut-être à voir, mais. Ok, ça a raison, ça a raison. Ah, ils vont dire, bon, c'est le cas, donc l'Egma, maintenant, ok, bon, ouais, tu vois. Donc l'Egma, maintenant, elle va partir parce que ça veut dire, donc, ok, donc, ça veut dire, ok, donc, l'Egma, elle va repartir sur cette histoire-là. 2 secondes. Ouais. Ça veut dire, pour l'instant, tout va bien, on va dire, pour l'instant, tout va bien. Ça veut dire, a priori, voilà, on a une discussion entre les Tanaïm. Est-ce que, qui concerne uniquement la libération de l'esclave, à savoir, est-ce qu'un défaut qui est mis sur un membre caché, même si le défaut est dévoilé, est-ce que c'est libératoire ou pas? Et et ça serait quoi la définition d'un membre caché, quoi? Et c'est pour ça, en fait, qu'on a 3 avis. Il y en a qui disent, voilà, il faut que ça soit, c'est que si jamais, en fait, le type, il est frappé sur la verge elle-même qu'il est libéré. Rabbi dit même les testicules, et Ben Azza, il dit même la langue. Qu'en fait, tu vois, parce que c'est des degrés, en fait, de dévoilement, en fait, du membre qui a reçu le défaut. Tu vois, un truc comme ça. Mais toi, a priori, tout ça, ça veut dire tout ça pourquoi c'est pour l'instant tout va bien, parce que tu te dis, ouais, c'est une marloquette uniquement ce qui concerne la libération d'esclaves, et c'est tout, a priori. Et l'Agma, maintenant, elle va commencer à dire, tu vois, ça veut dire à faire, ok, donc maintenant, elle part sur une tangente. Voilà, on va quand même avancer dedans parce que tu vois, ça veut dire, parce que peut-être, voilà, mais où l'Agma, elle va se demander, ok, ça veut dire, donc j'avance. Tu vois, donc l'Agma, elle dit comme ça. D'abord, l'Agma, elle fait un diouk, elle dit, voilà, dans la Braïta, du fait que Rabbi, il a été mis en deuxième position, et il a dit, même la castration, ça veut dire, et qu'ensuite Ben Azza, il dit même la langue, ça veut dire en fait que selon Rabbi, a priori, la langue, ça ne serait pas considéré comme un défaut libératoire. C'est-à-dire que selon Rabbi, qui est un avis intermédiaire entre Tanakama et Ben Azai, ça veut dire que pour lui, même si on va dire les testicules, c'est considéré comme un organe visible et qu'on ferait un défaut dedans, ça serait libératoire, la langue, pour une raison ou pour une autre, c'est pas considéré comme un organe visible. On peut comprendre parce que ça veut dire quand quelqu'un il ferme la bouche, quoi, la langue, elle est vraiment à l'intérieur, elle est vraiment à l'intérieur du corps, quoi. Elle est pas, et c'est rare aussi quand un type il sort sa langue à l'extérieur de sa bouche, quoi. Ouais, c'est tout, tu vois, on va dire comme ça, c'est simple, quoi. Voilà. C'est sûr que Ben Azai, c'est plus, ça veut dire que la langue, c'est un organe externe, c'est plus tiré par les cheveux, quoi, que les testicules, quoi. Les testicules, c'est un organe externe, ok, ça veut dire, voilà, c'est vrai, c'est un organe externe. C'est visible et tout ça, c'est à l'extérieur du corps, quoi. Mais par contre, la langue, ok, voilà, c'est ok. Donc, en tous les cas, la dit, en tous les cas, on comprend. Ça veut dire que Rabbi, lui, pense que la langue, ça ne serait pas libératoire et c'est pas un organe externe. Okay. Très bien. Donc, l'Agma dit Rabbi, Lachon Lo. Et donc, selon Rabbi, la langue, ça serait considéré comme un organe interne. Et donc, si jamais le maître il fait un défaut dans la langue, ça ne serait pas libératoire. Pour Minhu, et on objecte. Donc, maintenant, on va nous poser une question qui n'a rien à voir vraiment avec la choucroute. Ça veut dire vraiment d'un truc qui n'a rien à voir. Et là, on nous parle du processus de purification de celui qui a été en contact d'un mort. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été en contact avec un mort, donc lui, il doit aller au mikvé le premier jour, et 3 jours après, non, pardon, il va au mikvé le troisième jour après avoir été mis au contact du mort.
Comment ça marche déjà? J'ai oublié, tu vois. C'est ça, une seconde. Ça veut dire, non, ça veut dire il va au mikvé, et ensuite 3 jours après, on lui fait une aspersion, je pense. On lui fait une aspersion avec un petit, on lui fait une aspersion, ça veut dire avec de l'eau qui est mélangée avec de la cendre de la vache rousse. Et ensuite, le 7e jour, il retourne au mikvé, on lui refait une deuxième aspersion. Ou plutôt, on lui refait une deuxième aspersion, et le 7e jour, et après, il va au mikvé, et après ça, il est pur. C'est pas importe, tu vois. L'idée, c'est que dans le processus de purification de celui qui a été en contact d'un mort, il faut qu'on lui asperge donc de l'eau mélangée avec de la cendre de la vache rousse. Cette aspersion, elle était faite par le Kohen avec à l'aide d'un bâton. Il fallait que le bâton, c'est une sorte de petit loulave, quoi. Ça veut dire, il y avait un bout de cèdre, un arbre de cèdre avec des branches d'hysope qui étaient attachées avec de la laine rouge. C'était ça. Et donc le Kohen, il devait tremper ce bâton de cèdre avec les branches d'hysope attachées dans la laine rouge. Il devait tremper ça dans un ustensile où il y avait de l'eau mélangée avec de la cendre de la vache rousse et l'asperger sur le type qui avait été mis en contact d'un mort. Maintenant, quand il faisait cette aspersion, il fallait qu'évidemment, il y en ait une partie de l'eau qui arrive au but et qui touche la personne, tu vois, pour qu'il soit purifié. Mais c'était pas beaucoup, c'était pas la peine, mais il fallait que ça touche quelque part. Et donc, la Gemara ici, elle te dit, si jamais, donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé si jamais quelqu'un qui devait recevoir cette aspersion-là, il a reçu l'aspersion, il a ouvert la bouche, il a reçu l'eau de la vache rousse sur sa langue. Alors, est-ce qu'il est purifié ou pas? Ça va être ça la question de la Gemara ici. Donc, la Gemara, donc c'est ça ce que là on parle maintenant. Donc, ici, la Gemara nous dit comme ça. Donc, a priori, ça n'a rien à voir, mais la Gemara, elle veut dire que ça devrait être la même halakha. Ça veut dire, grosso modo, c'est celui qui va considérer ça comme un membre intérieur, interne. Si on considère, il veut dire, la Gemara veut dire comme ça, elle comprend que si on considère la langue comme un membre interne, donc en fait, ça veut dire que ça fonctionnerait si jamais on recevait l'aspersion de l'eau de la vache rousse pour être purifié. Et par contre, si on considère la langue comme un membre externe, alors ça devrait fonctionner pour purifier la personne qui a reçu l'aspersion. Donc, c'est pour ça que la Gemara pose une question de ça, où elle voit que Rabbi, en fait, il pense que, pour dire en 2 mots, c'est que Rabbi, il pense que si jamais on reçoit l'aspersion de cette eau mélangée à la cendre de la vache rousse sur la langue, on est purifié. Donc, la Gemara va voir ça comme une contradiction dans la pensée de Rabbi, puisque Rabbi, d'un côté, dit que si jamais il y a eu un défaut qui a été mis dans la langue de l'esclave, l'esclave, il n'est pas libéré parce que la langue, c'est un organe interne. Et d'un autre côté, Rabbi, il pense que si jamais quelqu'un il a été en contact d'un mort et qu'il a reçu l'aspersion de l'eau de la vache rousse sur sa langue, il est purifié. Donc, il considère de ce facto que c'est un organe externe, donc c'est contradictoire. Ça va être ça la question de la Gemara ici. C'est bon? J'ai fait dans les mots. Donc, tu vois, donc c'est bon, je sais que ça va vraiment sur une tangente, mais je me dis, ok, j'avance et après ça. Moi, je vais devoir bientôt m'arrêter parce que j'ai compris, c'est pour ça que je sais nuit serait courte. C'est voilà que je vais arrêter juste. Après ça, j'arrête. Je pense on va s'arrêter à la question. On va s'arrêter à la question, mais j'ai envie que moi de finir. Voilà, donc j'y vais. Donc, donc je reprends pas. Rabbi, et selon Rabbi, Lachon Lo, est-ce que la langue, ce n'est pas considéré comme un organe externe pour que ça soit libératoire sur l'esclave si jamais le maître l'a frappé? Au minhu, on objecte. Mishi ayamazé, donc celui qui faisait l'aspersion. Donc ici, l'aspersion, ça veut dire de ce qu'on appelle le mechatat, les eaux de khatat, c'est-à-dire de l'eau mélangée avec la cendre de la vache rousse, qu'on donnait à celui qui avait été mis en contact d'un mort pour le purifier. Venitza haza alpiv, et qu'il a reçu nitza, c'est-à-dire cette aspergé haza, aspersion alpiv sur sa bouche. Et quand la Gemara va expliquer par la suite que c'est la langue, Rabbi Omer Hiza. Rabbi pense que la haza est effective et que donc la personne est purifiée. Chachamim Amrim, mais les sages pensent lo Hiza. Ça serait considéré comme un organe interne et la haza n'est pas purificatrice parce qu'il faut pour que la haza fonctionne, il faut qu'elle touche un organe externe de la personne. Donc la Gemara explique, Maïlav, n'est-ce pas que Aleshono, on parle donc ça veut dire le type il a reçu l'aspersion sur la langue, et donc c'est pour ça que Rabbi pense que c'est pas valable, que c'est valable. Rabbi pense que c'est pas valable, mais Rabbi pense que c'est valable, et donc c'est une contradiction sur Rabbi qui considérait ici donc la langue comme un organe externe. Et moi je dis non, l'eau, ça ne parle pas de la langue, l'eau asefatav. Ça parle pas de la langue, ça parle des lèvres. Moi, elle va réfuter ça.
Tania, elle m'a dit, si c'est les lèvres, c'est pas pshita. Si c'est sur ses lèvres, c'est évident. Ça veut dire c'est évident que, a priori, l'aspersion, elle devrait fonctionner. Mais bon, la Gemara a dû poser une question en disant, si c'est sur les lèvres, c'est encore assez difficile sur la banane qui pense que ça fonctionne pas, puisque les lèvres, a priori, c'est extérieur. Elle m'a dit non, Maoud et Tema, j'aurais pu penser, donc ce serait aussi la raison de Chachamim, Zimnin, des fois des Chalim, c'est faté, des fois quelqu'un, quand il ferme sa bouche, en fait, il appuie sur ses lèvres, et donc les lèvres, elles sont pas toujours en réalité dévoilées. Chalim, c'est faté, ça veut dire il appuie sur ses lèvres, et donc ça pourrait être considéré même les lèvres comme un organe interne. Kamash Malan, que non, que c'est pas un organe, que c'est pas un organe interne et que c'est pour ça que si quelqu'un recevrait l'aspersion sur ses lèvres, il serait purifié. Et par contre, selon Haramim, il ne serait pas purifié a priori parce que, en fait, justement, des fois, quand on ferme la bouche très fort, alors on couvre les lèvres et donc c'est un organe interne. Dans tous les cas, la Gemara va revenir sur ça. Elle dit, va Tania, mais il a été enseigné dans une braïta, al leshono, que la discussion entre Haramim et Rabbi, elle est sur la langue. D'accord? Donc, on va s'arrêter là. Je vais arrêter ici, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, parce que sinon, c'est que voilà, que la discussion, elle est sur la langue. Et donc, on voit que, donc, pour l'instant, là où est-ce qu'on en est, on a une contradiction entre Rabbi, qui considère, dans le cas de l'esclave, la langue comme un organe interne. Et c'est pour cela que si le maître, il ferait un défaut sur la langue, l'esclave, il n'est pas libéré. Et Rabbi, qui, d'un autre côté, semble penser que dans le cas de l'aspersion de la vache rousse, si jamais on asperge sur la langue, la personne elle est purifiée, donc ça veut dire que c'est un organe externe. Donc voilà. Donc la question qu'il y a sur cette question, c'est de dire quel rapport, tu vois, c'est pourquoi tu fais un lien entre les deux à la fois, tu vois, ça veut dire d'où est-ce qu'on sait exactement. Donc tout ça, la Gemara va discuter par la suite. Donc on est vraiment au milieu du sujet, mais bon, voilà, je ne peux pas couper avant ni après quoi. Avant ça aurait fait trop court. Si vous voulez continuer, je reprends. Ça va, non, ça va, parce qu'on va faire Rachi, on va le faire après. J'avais peut-être fait Rachi, mais bon, on va faire la prochaine fois. On arrête. Merci, Donc le prochain cours, c'est Motsai Shabbat alors, c'est ça ce qu'on fait? Ah oui, alors prochain cours, Motsai Shabbat, quelle heure? Moi j'en sais rien, moi je te demande, c'est Valentin qui doit Valentin, dire. à quelle heure tu. Plus tôt pour toi possible. J'espère juste que ça y est, ça s'est arrêté. 5 heures. C'est sûr. 5 heures. C'est sûr. Ah, il faut juste que là, j'ai vraiment, c'est très compliqué. Ouais. Si tu veux, ok. Moi, on pourrait faire 5h30, hein, ça veut dire 10h30. Non, ça change rien. C'est que ces deux dernières semaines, à partir de 2h du matin, je dors plus. Donc, c'est problématique. Et j'arrive à me rendormir que vers 5h, 6h. On peut faire de 2h. Nous, on peut faire, hein, parce que c'est encore mieux pour nous. Non, mais. Tu veux qu'on garde encore dimanche la semaine prochaine? Comme tu veux, c'est comme tu veux. Vous savez ce que c'est, les enfants, c'est très inattendu. Quoi. On garde dimanche. On peut tenter. On peut tenter. On peut faire un match. Non, allez. Non, mais on prend. Ça va empêcher les problèmes. Ok, on essaie ce Motsai Shabbat, on voit comment ça se passe. On essaie ce Motsai Shabbat, on fait 10h chez nous, ça fait 5h chez toi, et on voit comment ça se passe. D'accord? Ça fait pas trop tard pour vous, ça va? Non, pour moi, on pourrait même faire plus tard, hein, si tu veux. Mais on pourrait même 10h. Non, c'est. En plus, ça fait De toute façon, après, moi, je commence la journée, donc c'est très bien. Ok, on voit comment ça se passe. Si jamais on voit que c'est trop dur, on laisse tomber. D'accord? Ok. On reprendra un deuxième. Mais si Dieu prie pour moi que ce soit pas dur, que ce soit facile. Ok, ça ira. Ça va, c'est pas grave. Ça va. De toute façon, c'est pas grave, ça va. Si on veut pas, on peut pas. On verra. C'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde. J'aime bien ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi tes enfants, ils ont quoi? Ils ont mal au dents? Non, parce que c'est la deuxième qui nous a pas fait de problème jusque-là, mais qui est. Il a tous se réveillent à 2h du matin tout le temps. En plus, rendormir après. J'espère que tu vas. Ouais, c'est vrai, ils disent que ce que je te dis, c'est comme ils disent petits enfants, problème, grands enfants, grands problèmes. Ouais, exactement. C'est un autre type de problème, mais je ne sais pas c'est quoi le pire. Ça va le dos, Valentin? T'as pas de problème au dos, toi? Ouais, le dos, non. Ça va sans problème? Ouais, c'est juste parce non, que. C'est Raph que vous avez un problème au dos. Non, mais moi, avec le genre sciatique et tout, quoi.
Ouais, non, c'est parce que non, parce qu'ils portent les bébés. Moi, je me rappelle aussi quand tu portes les bébés, c'est lourd. Ça veut dire, surtout que quand ils grandissent, plus ça devient dur. J'ai pas eu de problème Ah de ouais, dos. non, Ok, mais voilà. non, parce que la grande, elle veut pas de câlin. Enfin, elle est très indépendante, donc non. Ah, mais c'est bien. Non, mais Et les la sortir petite, du lit, remettre dans le lit, tout ça, y a ah, mais pas. la Non. petite, c'est un poids plume. Sinon, elle, Ah ouais. c'est. Ouais, c'est pour ça, ça dépend. Moi aussi, j'avais des à avoir Je des suis bébés ok. qui étaient proportionnels à ma taille, qui faisaient. Tu vois, Ah ouais, donc, non, non, mais c'est vrai, moi, je m'étais des muscles. Hein. Tu vois, Mais la première est beaucoup plus lourde et on a fait vraiment les muscles. Et donc là, on a l'impression de faire une plume, quoi. moi, je me balade, j'ai l'impression d'avoir 80 ans, quoi. Ah ouais, pourquoi en Ah portant ouais, pelle? parce que le dos, si le dos là, il se débat, tu le mets pour qu'il se brosse les dents, il part comme ça en arrière, il part. C'est le dos, le dos, le dos, le dos, le dos, le dos, le dos. Pourtant, je suis pas très grand, comme vous savez. Hein. Normalement, moi, j'ai pas, c'est pas trop. Mais là, Pour te baisser, c'est pas vraiment. il m'a éclaté le dos. Il m'a éclaté le dos. Ah, Enfin, comme tu dis, ok. Ouais, je vais vous laisser tranquille. merci Arrête Ram. ça. Moi, j'ai d'autres Ah, problèmes. ouais, 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 je sais. Hein. Je vois, top, c'est des beaux problèmes tout ça. Allez, bah, à l'école, tout. Allez, bonne semaine Merci, alors. école Tov. Alors, on essaie de monter le Shabbat pour le Rambam, mais voilà, quoi, on fait ça. Genre, vous n'avez pas juste un cours qui est clair sur la dernière montée de, dernière montée de la paracha de la semaine dernière? Ouais, ça veut dire quoi, dans une monde comme ça, de quoi ça parle? À remonter la soirée de la semaine dernière. Parce que c'est quoi, très, très compliqué. Qui est parti? Moi, j'arrive pas à comprendre qui a fait Bavel. Qui est Ah, ok, parti? ouais, ça, non, c'est difficile. Tu vois, le gun de Vilna, il dit pas trop, on peut pas savoir c'est quoi derrière. Bien que lui-même, il a créé des trucs. Quoi, sur quoi? Personne n'est clair, personne n'est clair. Non, sur comment c'est les nations, de quelle nation, qui est quoi, etc., etc. Ah, Les Vénézuéliens, Rachid m'a beaucoup surpris. Moi, je pensais que c'était toutes les nations. Et Rachid, quand il Isher et Réou, il parle que des fils de Ham. je sais pas, il paraît que quelqu'un a écrit un super livre dessus, mais j'ai oublié que. Je l'ai dit comme Blinéder, je vais essayer de. Je Ah, pense ok, que. parce que. Je l'ai envoyé sur WhatsApp, je pense que parce que quelqu'un m'a déjà envoyé de le regarder. Quelqu'un Ah, qui bah, paraît si. qui a écrit un livre entier sur ça, qui paraît que c'est Mamash Nifla. Et quelqu'un, il m'a dit, il arrête pas de le citer, tout ça, des élèves là-bas, et il m'a dit. Donc, il m'a envoyé, je crois qu'il m'a envoyé sur le WhatsApp la réponse. Donc, je peux Ah, ben t'envoyer. Simcha. Ok. Ouais, je t'enverrai. Ah ouais, donc Blinéder. Ok, j'ai voulu tout tranquille et je vais voir un petit peu moi, ce qui se passe avec mes enfants à moi. Les enfants qui ont plus de 50 ans. Tu vois, ça veut dire, ouais, j'ai pas envie de dire, ouais, et tout. Ouais, bah, c'est vrai. Profite bien avec Ben cet après-midi, ouais, Sacha. ouais, c'est ça. J'y vais. Allez, école Ça Tov, merci. se passe bien, toi, du kiff? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ça va bien. Toi Ça bien, va bien. Andrea, ça va? Baruch Hashem, ça va bien. Ça va bien, merci. Merci. Chez vous, ça va? Oh, Rachel. Tov, on va se Ça va. parler. Allez, si tu veux, très Allez, vite. école Tov, Je dors bien. t'embrasse fort, Colto, Allez, de moi bonnes aussi, je nouvelles. t'embrasse. Merci, bye bye. Allez, école Tov, bye bye.